Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qu'il se passe, que ce soit du côté de l'édition américaine mais aussi de l'édition française. En tout cas dans ce qui concerne les comics, vous l'avez compris. Et je suis bien entendu accompagné de l'ami Corentin pour cette émission. Salut, ça va ? Ça va très très bien, je t'en remercie. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Corentin ? Eh bien, on va sans plus tarder commencer par la partie comics qui est comme toujours celle qui est la plus importante dans cette émission, puisque c'est le médium qui nous intéresse en premier lieu. C'est voilà, simplement. Le papier, les dessins en couleur, les cases, pas en noir et blanc, sauf des fois quand même un petit peu. Mais parfois. toujours dans un sens de lecture occidental. Et voilà, c'est ce qui nous différencie de ces sales fans de manga. Exactement, de mangas. Bref. De la mangas. On adore le mangas aussi, bien entendu. C'est une boutade. Mais Corentin, on va donc un petit peu aborder, on le fait avec un petit peu de retard parce que c'était quelque chose qui était arrivé lors de la SDCC, mais je t'ai dit que je voulais qu'on en parle dans une émission régulière, c'est le palmarès des Eisner Awards. Donc on a fait un long article sur comicsblog.fr pour vous rappeler tout ce qui a gagné et notamment vous indiquer la disponibilité de tel ou tel titre à venir ou effective en VF, puisque comme bien souvent, il y a beaucoup en fait des albums et des séries qui ont été primées qui sont déjà disponibles, souvent chez des éditeurs que vous connaissez très bien quand vous écoutez la First Print ou si vous vous intéressez aux comics, et parfois chez des éditeurs un petit peu moins en vue. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le point titre par titre ou pas, ou faire un bilan un petit peu plus général, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que DC a beaucoup de réussite. Je crois que c'est 8 Eisner Awards qui vont sur des publications chez DC Comics, et c'est pas la première année en fait que DC se montre assez présent dans les nominations et dans les prix aux Eisner Awards, à l'inverse total de Marvel qui n'a qu'un seul prix, et encore c'est un prix au global puisque c'est Jordi Belair qui a été récompensé encore une fois pour son travail de coloriste. Et parmi les titres qu'elle fait, il y a le Miracle Man de Neil Gaiman et Bill Willingham. Donc voilà, donc il y a un tout petit peu de Marvel. Mais sinon, pour le reste, ils sont complètement absents, alors que pourtant, c'est le plus gros producteur et le plus gros vendeur. Comme quoi, la qualité et la quantité ne sont pas forcément, ne vont pas forcément ensemble. Donc ça, c'est pas forcément surprenant d'ailleurs. Même s'il faut quand même signaler que Nice House on the Lake, qui est un titre d'essai, n'est pas exactement, enfin, ça pourrait être un titre publié en indépendant. Mais effectivement, il y a même d'ailleurs pas que du Black Label, puisque le Nightwing de Tom Taylor et Bruno Redondo a été primé 2 fois dans les catégories. Alors j'ai pas tout sous les yeux, mais catégorie meilleure série régulière, je crois, et meilleur cover artist. Ouais, pour Bruno. Ouais. Donc c'est quand même du DC mainstream, et pas juste les créations d'auteurs, même si celles-ci sont évidemment très présentes. Et aussi d'ailleurs le One Bad Day de Tom King, qu'on peut considérer comme du DC régulier, même si ça a une patte black labelisante, on va dire. Comme quoi on voit justement que DC fait plus d'efforts que Marvel pour mettre en avant le produire des auteurs, et ça c'est une très bonne chose. Dans l'ensemble, moi je suis pas très surpris par ce palmarès. On retrouve beaucoup de noms qu'on a déjà vus au fil de ces dernières années, notamment celui de Marjorie Liu et Sana Takeda, évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà, donc Monstress, etc. Donc on parle assez peu de nous, mais qui fait partie des habitués des Eisner, et qui là est revenu pour une nouvelle création qui était The Night Eaters. Pas mal d'habitués effectivement, donc Tom King, Tom Taylor, même dans les sélectionnés, on avait vu beaucoup de gens qu'on connaissait déjà très bien. James Tynion Ford aussi, évidemment, le roi du comics d'horreur moderne. Un mec qui vient d'ailleurs de chez DC, beaucoup plus que de chez Marvel. Je crois même pas qu'il a fait du Marvel. Non, il n'a jamais fait de Marvel de mémoire. Donc alors c'est pas pour attribuer les points lequel des 2 majors s'en sort le mieux, parce qu'au fond on s'en tape. Moi dans le tas, j'ai envie quand même de rappeler effectivement que beaucoup de ces albums, parce qu'on est Urban Comics qui fait le DC en France, sont ou vont être disponibles. Je vous inviterai à lire notamment Human Target, qui est une super création de King et de Greg Smallwood. Et qui arrivera cet automne, effectivement. Voilà. Dans le tas, donc on a aussi évidemment Zoé Torogu, dont on avait déjà parlé un peu la dernière fois. Alors, elle n'a pas gagné d'Eisner Awards. Pour le coup, elle avait eu 5 nominations, ce qui est quand même très très important. Mais malgré son statut de favorite, elle est repartie bredouille. Mais elle a quand même eu le Russ Manning Best Newcomer Award, qui est un peu le meilleur espoir de la scène ou ou le prix de la révélation de l'année pour les comics. Mais tu vois quand même qu'il y a un côté un peu safe bet dans cette sélection, parce que tu vois, quand on parle
du franco-belge qui est nommé, c'est Black Sad. Quand on parle des rééditions, c'est Parker. Et quand on parle de la meilleure édition US d'une BD asiatique, c'est Miyazaki. Donc il y a quand même. Mais après, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté de Miyazaki. D'ailleurs, moi, je suis ultra chaud, donc ça arrivera. C'est le voyage de Shura, je crois, qui arrivera Shuma, pardon, qui arrivera chez Sarbacane. Shuma. chez Sarbacane à cet automne là ou en fin d'année. Donc, je suis hyper chaud. J'ai pu voir l'album en VO, ça a l'air magnifique, hein. De toute façon, c'est magnifique. Donc, très hâte de voir ce que Sarbacane en fera. Ouais. Mais tu vois, si on fait la liste, voilà, il y a du Frazetta, il y a du Miyazaki, il y a du Black Sad, il y a du Tom King, du Tom Taylor, il y a même Jordi Belair, tu vois. Donc, c'est effectivement des noms qu'on connaît, même pour le lettrage. Je veux dire, le lettrage, on sait que Astman, son nom complet va pas me revenir, mais bon, le lettreur de The Blue Flame. Donc c'est Hassan Ostman Elahu. Merci. Voilà, qui est un des plus grands lettreurs actuels. Et qui est aussi surtout, qui est pas surtout, mais qui est aussi journaliste, et qui tient la publication, un panel cross-panel avec Tiffany Babb, et ils ont été récompensés. Je crois que c'est pas la première fois. Ouais. Non, pas du tout. Mais tu vois, le lettrage, c'est encore du coup Sagi Yojimbo. Voilà, ça doit être son 6e ou son 7e, peut-être même plus, Eisner Award de lettrage. Il y a un côté un peu habituel, hein, évidemment. Après, si la qualité est là dans la durée, il n'y a pas de raison de la dénigrer au profit de la nouveauté juste pour la nouveauté. Mais effectivement, voilà, ça fait des Eisner qui sont sans surprise, qui récompensent des gens qu'on connaît, qui sont déjà là, installés depuis longtemps. Moi, personnellement, j'aurais quand même du mal à dire que Do Powerbomb est juste une série pour adolescents, par exemple. Et c'est bien de lui avoir filé un prix, c'est bien de l'avoir calé quelque part. À mon sens, il aurait peut-être été temps de donner un prix de meilleur dessinateur à Daniel Warren Johnson. Mais après, voilà, ça reste un Eisner, on est content. Dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, parce qu'effectivement, tout le monde mérite son prix. Il y a évidemment ceux dont on parle un peu moins, comme le titre de Roman Quarterly ou le titre Freezy pour enfants, parce que ça nous concerne un peu moins. Mais surtout que c'est le genre de titre en plus où c'est en faisant des recherches. Moi, je l'avais déjà fait quand j'avais fait les recherches pour les nominations, où tu t'aperçois qu'en fait, il était déjà proposé en VF, parce que donc il y a des éditeurs chez Jungle qui font très bien leur travail et qui ont identifié donc Freezy effectivement de Claribel A. Ortega et Rose Boomsara comme voilà une publication jeunesse sympathique, où je crois que ça parle vraiment des problèmes de cheveux chez les personnes noires, tout simplement. Enfin, tous les problèmes que t'as en fait quand t'as des cheveux crépus, en fait, notamment sur l'entretien, sur les stéréotypes que ça véhicule et tout ça, mais donc à part le prisme aussi d'une adolescente métisse, quoi. Et donc à découvrir, pareil, t'as l'ouvrage Environnement toxique de Kate Beaton, qui effectivement qu'on n'identifie pas forcément, puisque c'est du roman graphique, qui est publié pour la VF, c'est chez Casterman, et que si tu t'intéresses pas un petit peu, voilà, à ces auteurs qui publient vraiment dans le secteur du roman graphique indépendant aux États-Unis, où ça passe pas du tout par les comic shops, bah t'as un petit peu plus de mal à les identifier. Par contre, t'as aussi dans la meilleure publication humoristique la Revanche des bibliothécaires de Tom Gold, dont Thomas Maury avait fait déjà un papier d'ailleurs quand c'était sorti il y a quelques mois sur Bubble 9e art, hyper drôle. Donc plutôt là on est plutôt dans le strip, parce qu'en fait c'est des strips qui sont publiés, alors je sais plus dans quelle revue anglaise ou américaine, là je l'aurais plus, mais du coup c'est vraiment une collection de ça, et c'est vraiment des gags sur le milieu du livre. Vraiment, on s'intéresse aux auteurs, aux lecteurs, aux bibliothécaires, aux libraires, tout ça, et tout le monde en prend pour 100 grades. C'est vraiment très très marrant, et donc je vous le recommande. C'est édité en France aux éditions 2024, et c'est vraiment un petit bijou d'humour qui plaira particulièrement aux gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Donc vous là, ceux et celles qui nous écoutez, je pense vraiment que vous pouvez y aller à fond. Et sur le cas parce que à part de Powerbomb et je suis désolé, je n'arrive pas à retenir le titre de Ronan Quarterly, pas de Image, peu de Dark Horse à part les adaptations des écrits de Neil Gaiman comme d'habitude, pas de Vault, pas de IDW. Enfin, le marché indé globalement, ici il y a Public Domain évidemment, ouais. Mais le marché indé globalement est pas très bien représenté dans ces sélections, alors qu'à une époque c'était un peu justement lui qui tenait les Eisner. Oh bah quand même, les titres Descender, Black Science, Saga, etc., ça a été primé maintes et maintes fois. Là, c'est un peu moins le cas. Je sais pas exactement pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui fait que les grands auteurs comme Vaughn, comme Lemire, qui produisent encore sur le marché indépendant,
sont un peu moins vus ou moins lus, parce que c'est aussi les gens qui votent qui doivent lire toutes les BD qui sortent, évidemment. Après aussi parce que c'est les lauréats et pas les nominations. Quand tu regardes les nominations au global, il y avait quand même beaucoup plus de diversité dans les titres et dans les éditeurs choisis. Mais là, forcément, il faut en choisir qu'un seul. Oui, non, bien sûr. De facto, ça élimine beaucoup de monde. Mais tu vois, je sais pas si moi j'aurais pris Tom King. Moi, personnellement, le choix. Mais, oui, non, mais au-delà de, enfin, c'est un bon auteur, mais c'est vrai qu'il a déjà été récompensé. Mais pareil pour James, qui obtient son 2e Eisner de suite, en fait. C'est la 2e année consécutive qu'il obtient son Eisner de meilleur auteur. Ça n'enlève rien à ses qualités d'auteur, et c'est un bon auteur. Et d'ailleurs, autopromo, j'en suis d'autant plus fier qu'on ait pu l'avoir en podcast sur First Print. Allez l'écouter si c'est toujours pas fait. Mais cela dit, oui, ça aurait été très bien de le donner aussi à quelqu'un d'autre. Voilà. de moins en vue, pour essayer de pousser un peu les plus petits noms, oui, bien sûr, accompagner l'effet promotionnel que peut avoir un Eisner sur une couverture, etc. Tu vois, parce que est-ce que vraiment les Eisner, enfin DC a besoin des Eisner pour vendre ses séries? J'en suis pas sûr. C'est comme Marjorie Liu-san Takeda, mais après je sais pas si ça marche aussi bien. Ça, à la limite, je pense que ce serait bien justement d'insister pour que les gens se disent en France, c'est sûr. En France, c'est sûr, clairement, et nous on a notre part de boulot à faire là-dessus également, parce qu'on est fautif de pas en parler plus, alors que c'est magnifique, quoi. C'est ultra beau. Et mais par contre, mais je veux dire qu'aux États-Unis, est-ce qu'elles ont encore besoin d'être mises en avant, parce qu'elles le sont aussi, comme ça, est-ce que Saga avait besoin d'être mis de gagner des Eisner chaque année? C'est pas forcément c'est ça. pas forcément évident. Tu vois, alors justement on a, je sais pas, je pense tiens, là j'ai l'édition française de Blue Flame qui me regarde. C'est pareil, Cantwell, il a une production indé, alors je crois qu'il avait été sélectionné, mais c'est fait partie des nouveaux grands entre guillemets qu'il faut mettre en avant, comme Warren Johnson d'ailleurs. Voilà, peut-être espérer, après il nous écoute pas, j'allais dire ami Eisner, mais s'il y a des votants français qui nous écoutent, là pour le coup c'est le cas. Ouais, c'est bien de récompenser les efforts que fait DC Comics. C'est bien de mettre en avant justement ce produit-là, mais il faut pas oublier effectivement que c'est des titres qui se vendent naturellement beaucoup mieux que des petites créations en indépendant, que le marché de l'indé, il est surchargé, que tout le monde n'a pas forcément. Là, on va en parler un peu par rapport à des éditeurs qui sortent de crise, comme Unipress par exemple ou comme Aftershock. Mais voilà, c'est bien aussi de filer un petit coup de pouce par-ci par-là, quoi. Donc, on vous rappelle qu'il y a un article sur Comicsblog qui vous permet de retrouver le détail de ces lauréats, avec en plus les couvertures des albums VF quand ils sont disponibles. Donc, vous avez des idées, beaucoup d'idées de lecture et de bonnes lectures pour l'été, si jamais écouter nos back issues récents et à venir ne vous suffisait pas. Du côté de la VF, juste une petite note pour vous faire part de l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art à Bordeaux. Amis bordelais et bordelaises, réjouissez-vous, puisque Ludovic Monnier de la galerie Acheter de l'Art à Paris ouvre une seconde ancienne Acheter de l'Art. Et vous connaissez très certainement cette galerie si vous êtes parisien, puisque c'est là où il y a eu beaucoup d'expositions, notamment faites autour des artistes du label 619, mais c'est là aussi on a eu le plaisir de voir Johan Cavege exposer ses planches de Moundir lorsqu'il a notamment aussi reçu son prix de la BD de SF. Donc une exposition dédiée à Frontières de Guillaume Singelin permettra d'inaugurer le bal de nombreuses expositions à venir, sachant que celle d'après, c'est directement aussi Anna et l'Entremonde de Si et Marc Dubuisson, énorme carton chez Glénat. Donc ça commence très très fort, et parmi les gens à venir, il y aura des auteurs et des dessinateurs qui sont passés par Métal Hurlant. Il y a du Neyev qui est déjà annoncé. Il y a aussi Mad qui fait la série Paul Trombinet, qui cartonnait également aussi chez Dupuis en jeunesse et qui est hyper bien dessiné également. L'Atelier Santo aussi, un duo d'artistes qui est très très prisé pour leur art inspiré du folklore japonais. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait une énorme fresque dans la librairie Tsundoku de l'ami Rouault à Marseille, qui est absolument incroyable. Donc voilà, beaucoup de beau monde qui arrive. En plus, à Bordeaux, il y a des artistes qui y résident, donc forcément, ça multiplie aussi les possibilités d'avoir des expos. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a Achilleos et Bliss Edition qui sont sur place. Donc pourquoi pas aussi de voir s'ils arriveront à faire des partenariats pour des expos. Bref, il y aura des expos à venir là-bas, et donc il y a une soirée d'inauguration le 8 septembre 2023, donc ne manquez pas ce rendez-vous si vous pouvez vous rendre disponible, et on souhaite bien tout le bonheur à Ludovic pour cette nouvelle aventure. Et forcément on risque d'aller de nouveau à Bordeaux de temps à autre, puisqu'on l'avait déjà fait. Une autre annonce aussi pour un ouvrage en fait qui est sorti, qui est pas encore disponible en librairie, mais qui est disponible sur le site donc d'une petite maison d'édition qui s'appelle Le Murmure. Et du coup, on va devoir
continuer la news comme ça. Ok, je comprends. Pour être vraiment dans la thématique. Ça s'appelle Le Murmure. Oui, c'est pour ça. Comment ça s'appelle le livre? Est-ce que vous avez envie d'un first print en ASMR ou pas du tout? Oui. Avec le rire de Corentin en ASMR. Voilà, passer cette. Décidément, on est vraiment voilà, on vous avoue, on a un CPF et on doit faire une formation humour à la rentrée histoire d'être vraiment drôle dans les prochains podcasts. Je crois que on vous avoue, on a la gueule de bois, mais non, pas du tout. Alors toi peut-être, moi ça va très très bien. Non, tout ce que je voulais dire, donc c'est aux éditions Le Murmure, un ouvrage collaboratif qui s'appelle V pour Vertigo. Donc c'est hommage au label politique expérimental de DC Comics. C'est un ouvrage qui a été dirigé par Siegfried Wurz, qui est un chercheur en histoire de l'art, je crois, ou en théorie de l'art ou théorie politique de l'art, c'est un chercheur tout simplement. Il aime bien l'art. Qui a fait une thèse donc sur en fait les représentations divines, en fait la question des représentations divines dans les comics de super-héros, et qui avait notamment co-organisé un colloque sur Vertigo en 2018 c'est ça, en 2018, un an avant que le label ne soit enterré par DC Comics. Il y a une partie des présentations qui avaient été faites là-bas, avec notamment aussi la présence de Frank Whiteley, qui c'est quand même plutôt un très bon au fait pour ce colloque. Donc plusieurs de ces interventions qui ont été retranscrites à l'écrit, et puis d'autres articles qui ont été rajoutés pour faire cet ouvrage collectif qui présente donc Vertigo à travers différents angles, donc avec des auteurs et des traducteurs, enfin des personnes du monde de la bande dessinée, mais aussi donc plusieurs universitaires. Je ne vais pas vous lire tout le programme dessus, mais bon, on retrouve notamment un récit un article qui s'appelle Archéologie d'un label pour retracer l'avant Vertigo, qui est écrit par le bon Alex Nikolavitch. On a la chercheuse Sophie Bonadé aussi, qui parle de John Constantine et de sa bisexualité, en fait, dans la série Hellblazer. Donc on a aussi Siegfried Wurz lui-même qui écrit un papier sur Spider Jérusalem et donc Transmétropolitane, et il y a une interview de Frank Whiteley qui vient conclure l'ouvrage et qui est traduite par ce bon commis des comics. Ça coûte 20 €. À mon avis, c'est très riche d'enseignements, et notamment pour toutes les personnes qui avaient loupé ce colloque. Moi, je sais que j'avais tenté d'y aller et que ça avait été au final trop compliqué de m'y rendre. Donc c'est à retrouver aux éditions Le Murmure pour une 20aine d'euros. Le lien est dans la description du podcast, et ça arrivera aussi dans les librairies d'ici la rentrée. Mais bon, si vous pouvez vous le prendre déjà d'emblée, à mon avis, ce sera très très chouette. En plus, j'imagine que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Bah après, moi j'ai probablement tout lu de Vertigo, mais les analyses effectivement peuvent être très poussées. J'en profite juste pour faire, je profite de ce plan copinage, parce que j'avais vu passer un tweet du comic qui nous racontait que Siegfried Wurz justement avait publié son étude sur le super-héros et la figure divine sur Academia.edu. En fait, c'est là où tu retrouves, effectivement, c'est là en général où tes publications se retrouvent. Pareil pour tes manuscrits de thèse, tu vas sur thèse.fr, tu peux avoir. Absolument. Si vous cherchez Arnaud Tomasini sur thèse.fr, vous pouvez lire ma thèse sur le Steph. Exactement. Donc, si vous la cherchez peut-être par Google, je sais pas, mais ça s'appelle Fortune du sacré, homme divinisé ou dieu déchu, sacralité poreuse de la figure super-héroïque. Et donc, ça parle de super-héros et de religion, et ça peut être super intéressant. On manque un peu de chercheurs qui poussent justement ces sujets-là. Bon, nous, on essaie à notre humble niveau, évidemment, mais on n'a pas toujours le temps de faire des papiers de fond. Donc, et puis là, c'est un autre voilà, niveau. Et là, c'est un niveau universitaire, académicien, chercheur, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et évidemment, lisez du Vertigo, la meilleure maison d'édition de tous les temps. Ensuite, Corentin, je vais te laisser un petit peu la parole pour la partie VE, avec quelques titres justement de maisons d'édition indé qui nous sont arrivés, parce que là, il y avait quand même un gros bloc de comics indé. Donc, on commence avec un petit point juste sur le retour de Savage Sword of Conan chez Titan. Oui, tout à fait. Ça c'est de l'indé, c'est aussi de la licence. C'est de la licence, mais oui. Alors Titan Comics là récemment a donc sorti le premier numéro de Conan le Barbare, la nouvelle série de Zeb Wells et Roberto Della Torre. C'était le plus gros succès de Conan, pas de Conan justement, mais de Titan Comics ever, avec 100 000 précommandes, ce qui est énorme pour une petite maison d'édition comme ça. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait insister sur le personnage de Conan, puisque manifestement le lectorat répondait présent, probablement un peu échaudé par la période Marvel qui, avec le recul, effectivement, a pas été la meilleure période pour les comics Conan. Période Marvel moderne, j'entends évidemment, je parle pas de la période faste et culte des années 70-80. Et donc, ils ont décidé de relancer Savage Sword, qui a toujours été un peu historiquement la série partenaire des Conan le Barbare de Roy Thomas, avec la promesse de ramener le format magazine et noir et blanc de l'époque. Alors, pour rappel, l'épée sauvage de Conan, pour appliquer la loi tout bon,
C'est donc effectivement une anthologie qui ressemble beaucoup à ce qui avait été fait pour le Hulk Magazine, c'est-à-dire que c'était pas du comics à proprement parler, c'était de la bande dessinée publiée dans les magazines et pas dans les rayons bande dessinée, avec la qualité d'édition et de papier du magazine, en noir et blanc comme les revues ici Comics, enfin, comme ce qui avait été fait avec Warren Publishing en général d'ailleurs, donc pas de censure, donc des histoires qui pouvaient tendre plus vers l'érotisme, plus vers la violence graphique, et des thèmes qu'on ne considérait pas comme étant associés aux enfants. Le Comics Code Authority ne pouvait pas intervenir dans la publication de Savage Sword of Conan. Et c'est là justement que beaucoup de grands artistes, dont j'ai plus de ma tête, Arnaud, Monsters, Barry Windsor Smith. Merci Arnaud, tu es génial. Je suis toujours là. Voilà, entre autres choses, beaucoup parce que tu m'as regardé Monsters, t'es venu immédiatement en tête. Beaucoup de virtues. Non, je pensais à ACBD, tu vois, c'est mon chaînon mental maintenant. J'ai pris le prix ACBD Comics, Monsters. Voilà. Et pas Beta Ray Bill. Mais donc oui, voilà, c'est là qu'effectivement beaucoup de grands artistes et de virtuoses du trait noir et blanc ont fait un peu leurs armes sur le personnage de Conan le Barbare. Une série qui a duré très longtemps, qui est actuellement rééditée chez Panini au format intégral, et qui va donc revenir, mais contrairement à quand Marvel l'avait ramené, parce que Marvel avait ramené le nom Savage Sword of Conan, mais en fait c'était juste une série séparée, qui était une série en comics régulière avec une numérotation classique, un format comics classique, des couleurs et un feuilleton sur différents numéros, une intrigue sur différents numéros. Donc en fait, ça n'avait rien à voir avec Savage Sword of Conan. Là, Titan le refait, et ils le refont justement dans le format original. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont expliqué que ce serait un format vraiment au niveau de la taille et du choix du papier qui ressemblerait plutôt à ce qui se faisait à l'époque. Ce que je trouve assez intéressant, moi j'avoue que j'aime beaucoup déjà ce que j'ai vu du trait de la Torre sur Conan le Barbare. Ça sent effectivement vraiment l'époque Roy Thomas, ça sent le Conan classique, le Conan phrasietesque, on va dire. Alors que justement la période Marvel était un Conan plus mainstream, plus super-héros classique en fait. Et ce qu'a fait Aaron était bien, mais on peut tout à fait effectivement, si on est nostalgique de cette autre Conan le Barbare, trouver qu'il y avait matière à amélioration. Là, Titan se donne les moyens d'y aller. J'ai envie de dire, bah tant mieux, pourquoi pas. C'est un personnage qui est apprécié, qui est culte. C'est un peu le dernier représentant de la fantasy en comics en plus, parce qu'il n'a pas non plus 50 000 avec ce niveau de popularité. Non mais il y a des comics indés de fantasy, mais il y a rien qui va sur une telle période, sur un univers aussi riche, aussi développé, etc. Les comics de fantasy en général, c'est des créations originales qui durent le temps de 12-20 numéros. Donc là, bah oui, c'est une bonne nouvelle, c'est cool, et bah maintenant moi j'ai hâte de découvrir ça, quoi. Et c'est intéressant de les voir vraiment maintenant qu'ils ont récupéré la licence, de l'exploiter, mais aussi comme tu le dis, avec cette approche différente de Marvel en fait, où justement t'auras plus l'impression de se dire qu'ils ont envie de faire vivre un personnage et de faire vivre même un héritage en fait, une tradition des comics de Conan le Barbare, quand Marvel était vraiment plutôt dans de l'exploitation au sens un peu et même beaucoup moins noble du terme, du métissage forcé avec ses propres héros, ce qui n'avait aucun intérêt, ou avec ses équipes créatives à eux. Je veux dire, il y a quand même eu le fameux crossover Serpentoire avec Moon Knight et tout. Enfin, il y avait vraiment des trucs qui ont été faits qui étaient un peu délirants et qui préfigurent du Marvel qu'on a aujourd'hui. Moi, je me demande si c'est pas justement une prérogative de Heroic Signature et de Cabinet Entertainment, qui sont les gestionnaires américains des droits de Conan le Barbare, qui justement ont pas dit à Titan, en faisant leur appel d'offres, celui qui reprendra la licence a intérêt à faire un truc qui ressemble plus à ce que veut le public fan de Conan le Barbare plutôt que ce qui a été fait chez Marvel. Attention, il y avait des bonnes séries chez Marvel, le but n'est pas de cracher sur le taf de Aaron, mais effectivement, bah, c'est un peu comme les cycles de Spider-Man, tu vois, on tire beaucoup sur la corde, puis on revient à une série plus noble. Ah non, pardon. Spider-Man, c'est juste on tire sur la corde. mais voilà, enfin bref, en tout cas, cool. Ouais. C'est la fin de ce monologue. Merci à toi. De toute façon, je te garde encore pour quelques actualités. Ah, c'est gentil, merci. Ah bah, ça me fait plaisir aussi. Je sais que les gens adorent entendre ta voix bien plus que la mienne, donc il faut leur donner ce pourquoi ils décident de se mettre une heure comme ça et écouter du podcast. Une voix plus douce que la mienne. Je sais pas non plus. C'est saccadé, je prends l'inspiration. Vault Comics qui prépare 2 titres qui s'appellent Something Has Crawled et Beyond Real pour cet automne. Tout à fait. Alors là, le but est plus de mettre en avant l'indé, justement, dans l'idée de donner un coup de pouce, parce que l'actualité des super-héros souvent obscurcit un petit peu justement le marché indé, mais on va le dire clairement, on n'a pas beaucoup d'infos sur ces 2 projets. Donc le premier, j'aimerais bien que tu me retrouves les équipes créatives, s'il te plaît. Oui. Le premier, donc, qui est une histoire d'horreur a priori, qui est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une station-service, qui vit avec sa sœur. Un jour, sa sœur ne rentre pas à la maison, elle se met à la recherche de sa sœur accompagnée de sa meilleure amie, et sa meilleure amie se trouve être Satan.
Satan. Voilà, ça t'embouche un coin. Et donc, voilà, c'est vieux. Donc, c'est pas de moi, hein, je précise Arnaud, parce que tu fais des gros yeux, mais donc. Alors attends, juste pour te retrouver les donc, voilà, ça c'est un petit projet. Très honnêtement, on n'a pas eu de visuel dessus, à part la couverture. Donc c'est Son M, Matt Kirst et voilà. Voilà, et honnêtement, je connais pas trop bien les artistes en question, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Beyond Real, c'est la nouvelle création de Zach Kaplan. Donc Kaplan, dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est un des boulimiques de la SF moderne, qui est un mec qui fait beaucoup de séries de SF, quasiment que ça d'ailleurs, et sur le marché indé pour différentes boîtes. Il avait fait une série façon Prison Break, on va dire, avec un vaisseau qui venait emmener des gens et les gens devaient s'échapper du vaisseau. Il a fait Metal Society où c'était des guerrières du futur qui affrontaient des robots dans un monde où les IA avaient gagné, dominé le monde, et donc il y avait des combats Street Fight entre les robots et les humains. Il avait fait plein de trucs comme ça, Portover aussi, super série de Zach Kaplan, ou Eclipse encore une fois, série où le soleil est devenu trop dangereux, etc. Donc c'est un mec qui fait beaucoup de SF. Là, il va s'intéresser à un concept qui est assez connu des fans de science-fiction classique, qui est le concept de simulation. En fait, on vit dans une simulation, notre réalité, comme dans Truman Show, comme dans Matrix. Tu veux dire qu'on vit pas dans une société? On vit pas. Alors, justement, alors ça, c'est ce qu'il faut voir, parce que si on applique la théorie de la simulation jusqu'au bout, en fait, la société est une simulation. Parce que la société nous dit quoi penser, quoi, tu vois, quel rapport entretenir à l'argent, aux rapports sociaux entre les gens, donc les rapports entretenir à l'autre et à nos pensées personnelles. Donc, techniquement, toute forme d'organisation sociale de l'esprit humain est une simulation. Moi, je voulais juste faire une vanne à la base. Voilà. Hein, tu sais. Mais j'y tiens parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une simulation de SF ou une simulation qui parlera de société. Et on a juste le principe que Zach Kaplan veut faire une simulation. Et selon lui, en fait, ce principe-là va passer par les arts. Voilà, c'est qu'en fait, est-ce que peut-être que on vit dans une œuvre d'art, tu vois, ce serait intéressant pour un mec qui fait de la BD, un peu à la Morrison justement. Est-ce que notre rapport à l'art conditionne notre rapport aux choses, tu vois, enfin ça peut être plein de trucs différents. Moi j'aime bien ce que fait Kaplan, c'est rarement aussi poussé intellectuellement que ça, hein, mais ça peut être l'occasion de s'amuser. Il a annoncé que ce serait psychédélique et qu'il y aura 7 artistes différents en rotation à chaque numéro, donc d'où le principe de la simulation par les arts, ou peut-être que la patte de chaque artiste sera intégrée au récit pour ou alors en comprenant les jalons qui font la réalité des héros, bah du coup ils vont bousculer la réalité, va être dessinés différemment, etc. Ça peut être très cool, et donc effectivement on a appris ça pendant la SDCC, mais pas plus de synopsis à se mettre sous la dent, ni de première page malheureusement. Voilà, parce que c'était vraiment les choses qui étaient montrées sur les écrans, en tout cas sur les PowerPoint, hein, tout simplement, de la San Diego Comic-Con, et il faut attendre généralement quelques semaines pour qu'ensuite, une fois que les annonces sont faites, les sollicitations débarquent pour avoir plus de visuels sur les couvertures. C'est comme ça qu'on a eu pas mal de couvertures, notamment pour le projet Secret Wars à la con de Marvel, ce genre de choses-là. Maintenant, on a plus de détails pour le... Ça valait le coup d'ailleurs. Oui, bah ça a l'air tellement éclaté comme bien souvent avec ces projets rétro nostalgiques. Mais parlons d'autre chose, parlons un petit peu de titres d'horreur à venir chez Dark Horse, si tu veux bien. D'accord, je veux bien. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Eh bien, fais-le. Et du coup, qu'est-ce que j'attends? Le Steve Niles, Satan Swarm et l'anthologie d'horreur. C'était cela que je voulais. Donc Steve Niles, grand habitué de Dark Horse, ça fait 30 ans qu'il écrit pour eux. Auteur de 30 Days of Night, 30 jours de nuit et de Criminal Macabre. Donc un spécialiste de l'horreur. Il n'est pas aussi coté que Tynion Four, mais il est quand même assez apprécié des fans de BD d'épouvante. Voire en fait, non, plutôt d'horreur, parce que c'est souvent du gore aussi. Là, c'est l'histoire d'un scientifique façon le docteur Moreau, qui, sur une île un peu sauvage, a créé des hybrides, des animaux hybrides. On ne sait pas exactement dans quoi consistent ces hybrides, si c'est des hybrides humains-animaux ou différents animaux façon chimère. Mais voilà, en fait, il a fini par aller voir les mecs des villages voisins pour les filer à bouffer à ces bestioles. Et maintenant, tout le monde est mort. Il sait pas à quoi filer à bouffer à ces animaux, donc il invite des scientifiques, des influenceurs, des journalistes pour présenter sa création, sous couvert de cet argument-là. Et une fois sur place, ce petit colloque d'invités va découvrir qu'ils sont là pour servir de bouffée aux gardes-manger. Donc l'intérêt va surtout être graphique, hein, évidemment, parce que le scénario tient sur un mouchoir de poche. Mais ça peut être l'occasion effectivement de s'amuser. Le dessinateur Arnaud, s'il te plaît. Kowalski. Piotr Kowalski, voilà, très bon dessinateur, qui a été annoncé sur autre chose d'ailleurs récemment, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Qui est dessinateur de Sex, qui a déjà fait Il était annoncé sur l'adaptation, sur la suite de American Psycho en comics. Tout à fait, exactement, avec Norman Bates qui reprend la gueule de Christian Bale. Ça a été autorisé. Exactement. Par le studio.
Et ouais, donc Kowalski, très bon dessinateur, qui est pas mal aussi installé dans l'horreur. Il a déjà fait d'ailleurs du 30 jours de nuit, enfin du 30 Days of Night. Il a fait du Bloodborne beaucoup. Il a fait du Bloodborne effectivement chez Titan justement, avec Alec Scott. Et il a fait donc Sex de Joe Casey, une super série de super-héros dépressifs que vous devez lire. Donc voilà, un petit roman graphique 72 pages prévu pour le printemps 2024. Et également une anthologie d'horreur, Headless Horseman, qui a été annoncée. Ouais, alors anthologie annuelle. Le Cavalier sans tête. C'est donc voilà, c'est le Halloween Annual Special. Donc le Cavalier sans tête, personnage voilà très connu pour la nouvelle Sleepy Hollow, de ce grand auteur américain dont je ne vais pas mentir le nom, qui va présenter à la Crypt Keeper différentes histoires courtes pour les fêtes d'Halloween. Voilà, donc une tradition très ancrée dans le monde des comics. On a déjà eu ça chez Archie, on a déjà eu ça chez DC, on a déjà eu ça chez Marvel parfois. Voilà, Dark Horse qui effectivement depuis très longtemps a fait des comics d'horreur, donc ils se sont dit que ce serait l'occasion d'ajouter un petit événement voilà, sporadique pour chaque fête d'Halloween. C'est pas des grosses équipes créatives, le critère principal c'est qu'il y a David Dastmalchian décidément aujourd'hui, qui est donc l'auteur de Crawley, les deux séries Crawley qui ont été éditées chez Dark Horse. Et d'ailleurs, il y a un crossover entre Crawley et Criminal Macabre, tout se rejoint. Donc, il y a un acteur hollywoodien qui s'est mis aux comics récemment et qui participe à l'anthologie. Donc, même s'il va chez Image Comics pour faire Knights vs Samurai, il continue chez Dark Horse. Et donc, c'est un mec qui a vraiment envie d'écrire des comics, c'est plutôt cool. Des variantes de Mignola, un petit numéro, voilà, avec des histoires très américaines, des gamins qui vont faire la tournée de Halloween pour les friandises et qui vont se paumer, la maison hantée au bout de la rue, le nouveau gamin qui vient d'arriver dans le quartier. Donc voilà, c'est vraiment l'horreur proto-urbaine avec les petites banlieues calmes américaines où le danger guette à chaque coin de rue, des monstres, des meurtres, un peu comme Creepshow, tu vois, qui est revenu récemment chez Skybound et qui reprend vraiment cet imaginaire très années 80 de l'horreur télévisuelle, de l'horreur qui hérite de Creepy mais qui devient un truc beaucoup plus mainstream. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que Dark Horse se plante sur la trouille, ils sont forts en trouille. Voilà, ça pourrait être un de leurs slogans, on est fort en trouille. Et je voulais te faire un jeu de mots avec citrouille du coup, mais vas-y, tu peux. Mais je l'ai pas, je l'ai pas. Merde. Mais cherchez chez vous si vous avez ce jeu de mots, proposez dans les commentaires, on lira et on rigolera. Voilà. C'est cool. Très bien, merci. Continue à chercher, vous savez. Oui, c'est pour ça. Non, je vais pas me mettre en pause juste pour chercher un jeu de mots. Pas ultra marrant, mais par contre on va passer du côté un petit peu de la partie les petits éditeurs qu'on abordait un petit peu moins et que parfois tu sais pas trop s'ils existent encore ou ils sont toujours en difficulté. Alors Onipress par contre on a déjà attesté que ça a l'air de reprendre du poil de la bête, puisque après il y a Shaky Kane qui est qui a été annoncé récemment chez eux. T'en avais parlé dans le dernier front page ou alors dans le récap de la SDCC, et t'as un autre artiste aussi assez chelou avec le titre Faceless and the Family qui a été annoncé chez eux également. De Lesniewski. Ouais, c'est ça. Le prénom. Je l'ai pas, mais il faut noter tout ça, Arnaud, avant les podcasts. Donc oui. Alors Onipress, l'année dernière, rappelez-vous, Onipress licenciait une bonne partie de son personnel, Matt Lesniewski, une bonne partie de son personnel éditorial, et publiait un communiqué où vous expliquait qu'il fallait pas s'inquiéter, que Onipress allait produire du contenu. C'était vraiment le mot contenu. Hein. C'était pas des BD, c'était pas des films, c'était du contenu. Où tout le monde s'était inquiété en mode genre ils vont faire des NFT les bâtards. On était vraiment à l'époque de la grosse vague des NFT où tout le monde se disait ça y est, tous mes artistes préférés vont se mettre à faire des saloperies qui servent à rien. Et finalement ça a été mieux au moment où Hunter Gorison, un ancien de chez Valiant et Bad ID, est arrivé et a repris la tête de l'éditorial. Un peu comme Mark Doyle chez DW Publishing, en fait, c'est exactement la même situation. Ça, on nomme un mec qui est capé, qui sait ce qu'il fait, qui veut pousser justement les créas originales parce que c'est ce qui fait la force du label. C'est pas les adaptations, c'est pas les NFT, c'est pas toutes ces conneries là. Donc il a annoncé effectivement The Man From Maybe de Shaky Kane, et un autre artiste, alors considéré comme un jeune prodige, mais c'est plus compliqué à approcher, je pense. Si vous avez déjà vu ce qu'il a fait chez The Freak par exemple, qui est graphiquement très particulier, très beau, hein, mais très particulier. Et là il essaie un nouveau style, donc effectivement pour Faceless and the Family, qui, et c'est d'ailleurs assez amusant, comme la série de Shaky Kane, The Man From Maybe, parle encore une fois de post-monde, parle encore une fois d'un truc façon Trigun, façon Hokuto no Ken, où l'humanité a survécu à une sorte de désastre, et où elle est maintenant remplie de déserts et de villages où des gens se tapent sur la gueule pour essayer de récupérer les ressources.
Et encore une fois, il y a un justicier errant, sans nom, sans identité, qui passe de ville en ville pour rendre des coups de main. En l'occurrence, il a vraiment ni nom ni identité. Tu me diras, c'était pareil pour The Man from Maybe, parce que en fait, il a commis un crime, il a été banni et depuis, il est condamné à porter sur la tronche une sorte de casque de samouraï conique, tu sais, un truc très japonais, l'espèce de casque un peu haut comme ça qu'on voit souvent dans les mangas un peu vénères. Donc lui va s'associer à une petite bande de voyageurs voilà, en goguette pour aller dans les villes interdites exécuter une mission qui serait liée à ses origines, à son identité. Alors le synopsis effectivement est pas très élaboré au demeurant. Ça ressemble beaucoup voilà, à plein de comics que vous avez déjà lus, mais c'est vraiment le graphisme en fait qu'il faut retenir. C'est aller voir les planches sur comicsblog.fr. C'est vraiment un coup de crayon extrêmement exigeant, extrêmement ondulé. Ça ressemble un peu à du Tradmoor. C'est vraiment un truc qui ressemble voilà au cartoon un peu psychédélique des années 60 comme le film des Beatles là Yellow Submarine, dans le côté vraiment voilà ça n'a pas de sens, ça n'a pas de forme, c'est tout complètement incohérent au niveau de la morphologie, mais c'est un truc qui ressemble à n'importe rien, enfin à rien d'autre en fait. Donc ce que dit Gorison, c'est justement ce qu'il voulait, c'était une série d'artistes, exactement comme pour Shaky Kane, et pour pousser un profil qui pour l'instant est encore pas trop cher, mais qui on le sait, va devenir un mec très important d'ici les années à venir. Et effectivement, donc c'est du noir et blanc, c'est très ciselé, c'est très granuleux, c'est très joli, il y a un travail sur les ancrages qui est assez incroyable, et ça sent un peu la tarte graphique au moment de sa sortie, si on apprécie ce style très particulier. Hein. Parce que voilà, c'est peut-être plus aussi du comics caricatural, enfin du comics on va dire un peu satirique à la racine, façon Robert Crumb et tout, dans les morphologies, les postures, etc. C'est vraiment ce que ça m'a évoqué, quoi. Voilà. Même les Zap Comics, je sais pas. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est le comics de Crumb, Zap Comics. Ah oui, alors non, je pensais à des frères, je crois. Mince, un autre truc du comics underground aussi qui est connu, mais que du coup j'ai pas retrouvé. Je suis désolé. C'est pas grave. Mais les frères Hernandez. Non, pas. Non, ça c'est. Parce que oui. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un peu une sorte de mélange entre du Tradmoor et du Crumb, on va dire, si ça vous parle d'imaginer ça. Donc, il faudra aller voir ce que ça donne. C'est des numéros étendus. C'est un truc que Gorison veut pousser. Gilbert Shelton. Ok. Et The Freak qui avait été sélectionné aux Eisner Awards au moment de sa sortie, qui n'avait pas gagné, mais qui avait été sélectionné. Donc, un mec, voilà, prometteur à suivre pour les années à venir et qui, effectivement, nous rappelle que Omnipress fait ce travail de ça pour essayer de pousser un peu les talents de demain ou d'aller chercher les talents d'hier comme pour Shaky. Alors par contre le travail de sap c'est quand tu veux déprécier quelque chose, donc je pense que pour le coup c'est toi qui as fait une mauvaise expression. Ouais, c'est écrémage plutôt dans ce cas-là, mais ouais, ok. Le défrichage défrichage plutôt, non? Travail de défrichage. Il défriche. C'est ça, pour aller chercher les talents de demain. Exactement, tu vois, tu m'as contaminé. Putain, ça se trouve c'est contagieux. Imagine. C'est pire que le Covid, tu vois. C'est un jour, on fera des soirées avec que des potes qui tout le monde utilisera d'expressions au hasard comme ça. On devra deviner ce que ça veut dire à chaque fois. Faudrait faire, tu sais, ce serait le jeu de cartes First Print comme ça. C'est ça. Avec des expressions à la con. Franchement, je pense qu'il y a un potentiel. Du côté de l'édition VO toujours, Aftershock qui a donné des nouvelles aussi au cours de la SDCC. Alors c'est rapporté par la rédaction de Bleeding Cool qui était sur place et dans son article qui dit que c'était limite la présentation la plus triste qu'il ait jamais vue à la SDCC parce que ça se passe en fait t'as un peu le déjeuner avec les comic shops qui se tient donc pour la partie professionnelle et donc c'est là où t'as pas mal d'éditeurs qui font des annonces de ces présentations et Aftershock vraiment était juste là pour dire bon ça va un peu mieux et bientôt on pourra annoncer des trucs et apparemment il y a les représentants ils étaient au bord des larmes, enfin c'était un peu chelou. Ça avait vraiment d'être assez terrible quoi, parce que donc Aftershock a déclaré faillite il y a quelques mois et donc surtout qu'ils devaient des quantités de sous très importantes à leurs auteurs, à leurs artistes et ils avaient dit quand ils avaient déclaré être en faillite, notamment parce que t'as aussi Rive Noire ou Rive Gauche, je sais plus, je crois que c'est Rive Noire qui est une société de production qui leur appartient et qui est elle la plus endettée et donc t'avais des artistes comme Inaki Miranda à qui ils devaient plusieurs dizaines de milliers de dollars et ce genre de choses là. Donc là ils ont dit qu'ils sont sous tutelle et que justement ils sont en train de rembourser tout le monde et que ils ont des financements imminents qui sont en train d'arriver, mais qu'il faudra voir encore attendre un petit peu pour pouvoir refaire des annonces. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils sont bien présents, ils ont bien l'intention de continuer
de publier des comics, même si on n'en est pas encore au calme après la tempête. Et par contre, ils avaient fait une conclusion de leur présentation en citant un gros, je sais pas si tu vois, Chumbawamba. Alors là, c'est, je vais pas chanter dans le podcast, que on n'est pas dans un karaoké, mais la chanson tu la connais en fait, mais c'est une chanson dont si, chante. dont les paroles ça dit we get knocked down but we get up again, they are never gonna keep us down. Genre ouais, on va se relever, mais ils ont chanté ça? Ils ont pas chanté ça, mais ils ont cité avec la pochette de l'album pour essayer de se donner du peps, quoi. Donc un peu particulier, mais c'est con parce que Aftershock, ils ont fait quand même. Il y a eu du A Walk Through Hell, il y a Willy, il y a Jimmy's Bastard, donc il y a vraiment des très bons titres qui existent chez eux. Un des premiers éditeurs qui était arrivé à l'époque justement du boom d'Image Comics où tout le monde se dit l'indé il se passe un truc. Ils étaient apparus, ils avaient dit nous on va faciliter les adaptations, on va faire des contrats types et tout. Et il y avait eu beaucoup de gens super connus qui étaient passés chez eux. Et après la meilleure nouvelle de cette histoire-là, c'est qu'ils commencent à rembourser les artistes. C'est un peu tout ce qu'on leur demande, limite. Se relever et refaire du comics, ça, je sais pas si c'est un peu trop ambitieux, mais déjà les gens à qui ils doivent de l'argent vont être remboursés. C'est la première bonne nouvelle. Après, oui, il y avait un beau catalogue. Je sais pas comment ça fonctionne les contrats Aftershock, si c'est du creator share, du creator owned. C'est pas du owned complet. Ok, dans ce cas-là, oui, ce serait bien que la boîte se relève parce qu'elle a un catalogue d'adaptation potentielle, je sais pas, mais en tout cas de BD qui pourrait être intéressante à faire. Et si les auteurs n'ont pas les moyens de déplacer leur création ailleurs, c'est très problématique. Parce que c'est ce qui se passe en creator share, c'est l'auteur renonce à une partie de ses droits en échange d'une paye. Et l'éditeur, du coup, a les moyens d'aller voir ensuite Hollywood et de dire, voilà, on a ça, etc. Exactement ce qui s'est passé avec Aiwa Studio quand j'avais interviewé Goran Sojuka, il m'avait expliqué que justement, c'est ce que faisait Aiwa, il faisait du creator share, donc en fait, les artistes et les scénaristes reçoivent une paye salariée comme chez un mainstream, chez un éditeur mainstream, mais ils gardent un intéressement sur les ventes et ils gardent une partie du copyright. Et ceci étant fait pour que justement l'éditeur n'ait pas besoin du consentement des artistes à chaque fois qu'il y a une réunion avec un bureau hollywoodien et que en cas d'adaptation, l'argent soit plutôt capté par les éditeurs. Mais ça veut dire aussi que contrairement à Image, contrairement à Dark Horse, il n'est pas aussi facile de se barrer, de prendre sa série et de la continuer ailleurs parce que, de fait, la boîte possède une partie des droits. Donc, dans ce cas-là, ce serait mieux qu'elle se relève pour qu'on puisse avoir des rééditions de tous ces projets-là, quoi. Ou au moins qu'ils vendent leur catalogue à quelqu'un. Surtout qu'ils arrivent à signer pour des adaptations qui se fassent et qui leur permettent d'être plus viables économiquement parlant. Ouais, mais ça, tu sais, à l'avenir, on sait que Hollywood va aller de plus en plus vers l'IP, pas forcément vers l'IP Comics, donc il faut voir si c'est encore cette grande ruée vers l'or qui a un peu animé tout le marché indé à une époque. Tout le monde s'est dit ouais, ça y est, les comics, on va faire des séries pour Netflix, etc. Et au final, oui, t'en as eu pas mal, mais ça a pas rapporté tant d'argent que ça aux auteurs intéressés. Des maisons d'édition comme IDW ont couru après ça au point de s'endetter pour financer des pilotes eux-mêmes et lâcher des dizaines de millions de dollars eux-mêmes au point, pareil, de frôler la banqueroute. Même tu peux te demander si Aftershock est pas dans le même cas de figure. Parce que tous les mecs qui se disaient il faut qu'on produise du pilote pour après aller voir les networks, mais si le pilote il est pas pris, du coup t'as dépensé 1 million pour rien, quoi. Donc je sais pas, moi à mon avis il y a un autre avenir qui serait en fait de persuader les gens de lire des putains de BD. Je sais que c'est un peu utopique. T'es très radical dans ta proposition là. Mais tu vois, c'est comme voilà, et ils ont signé des partenariats avec la France, ça fait du pognon aussi. C'est encore une fois, quand on avait eu Jacob Phillips, il nous avait dit par exemple le contrat qui avait été signé entre Urban et alors je sais plus qui a New Burn, ça doit être Image Comics, entre Image et New Burn justement a permis à Jacob Phillips de bouffer presque plus que ce que rapportait la série en single. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire, il faut développer les marchés internationaux, il faut exporter la marque comics, enfin le lectorat comics, et arrêter de croire que Hollywood va systématiquement arriver avec un gros chèque, parce que même quand ça arrive, c'est pas non plus la garantie de ne pas faire faillite. Ouais, c'est ça. Autre nouvelle aussi qu'on a appris, c'est que TKO Studios, que toi tu disais que ça n'existait plus, en fait, si, ils sont toujours là, ils sont toujours bien présents. Ils reviennent, mais après c'est vrai que depuis leur début, donc c'est une boîte montée par Tse-Shun, c'est une boîte qui a toujours voulu faire les choses un peu à rebours de ce qui se pratique en général dans l'industrie, c'est-à-dire que les
comics déjà n'arrivent pas en single issues mois par mois, mais directement dans une box avec les 5 ou 6 numéros présents ou au format TPB, voilà, pour vraiment participer, un peu imiter le modèle du binge watching qui avait été installé avec Netflix et maintenant toutes les plateformes de streaming en général. Et donc en fait, mais les gens peuvent n'ont pas forcément l'attente. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire plaisir et lire un numéro par semaine s'ils en ont envie, ou alors ils peuvent tout se farcir d'un coup. Et le truc, c'est qu'avec ça, en fait, ils vendent, ils annoncent leurs titres quand ils sont faits. Il n'y a pas de sollicitation pour le coup 3 mois à l'avance. Donc en fait, on a parfois des mois sans annonce parce qu'en fait les bouquins sont en train d'être faits. Donc c'est Jaune qui est revenu en interview récemment pour le site The Beat, dirigé par Heidi McDonald, qui est une grande journaliste comics aux États-Unis, et qui dit justement qu'ils ont quand même beaucoup de titres en prévision, que là forcément il y a eu des pauses récemment, mais qui sont prêts à revenir, mais qu'ils veulent attendre en fait avant d'annoncer. Surtout qu'ils ont des nouveaux titres avec Garcenis, donc chez qui en fait il y avait eu Sarah qui avait une super série, le titre de lancement, un des titres de lancement. Il y a Roxane Gay qui sera aussi de retour, celle qui a fait The Banks avec Ming Doyle, et donc voilà, moi ça m'a juste fait plaisir de savoir qu'ils continuent de produire des albums, parce que justement il y a des très bonnes choses qui sont parues. Encore récemment on a eu comment ça s'appelle de nouveau, Forgotten Blade, merci, qui était aux éditions Ankama dans un grand format qui est vraiment super chouette, parce que c'est dessiné par Tony Fazula qui fait un énorme travail dessus sur ce titre. Donc voilà, il y a eu quand même Goodnight Paradise, Sentiente aussi de l'émir, très bonne histoire, de la bonne horreur avec Red Fork, moi je trouve que qui était vraiment sympa, tu vois. C'était sympa, Red Fork. Donc pas mal de titres qui ont été publiés. Donc il y a eu le dernier, c'était Shankama, mais sinon il y en avait eu quelques-uns chez Panini. Voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne maison d'édition. Vraiment demeurant, il y a quand même après il y a pas 40 titres, mais c'est ça, la plupart sont sympathiques. The Banks, moi j'ai pas trop aimé, mais c'était peut-être le moins réussi, mais après voilà, il y avait l'adaptation qui avait été annoncée, qui j'imagine ne verra pas le jour. Mais voilà, le truc c'est que c'est Shun aussi, il a un pied, c'est un producteur de séries télé, qui a travaillé, donc il a travaillé sur le Gotham, mais il fait aussi I'm a Virgo, donc c'est voilà, il y a un karma qualitatif qui s'opère à ce niveau-là. Et il a fait une série de puceaux avant de faire une série de puceaux. Je dirais pas, je dirais, non, mais attends, mais I'm a Virgo, c'est par celui qui a fait Sorry to Bother You. Oui, mais je rigole, bien sûr. Juste le nom de la série est rigolote. Surtout que ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'en fait, c'est un mec qui est géant. Un jeu de mots, Arnaud, ça s'appelle. Un jeu de mots. Tu connais le jeu de mots? Ouais. Je connais pas, non. Je t'expliquerai après le podcast. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, mais que voilà, vu qu'il a un pied littéralement à Hollywood. Mais il le dit, de toute façon, on a rencontré des mecs pour valider des adaptations, alors. Moi, je vois pas bien dans le tas qu'est-ce qui serait. Red Fork, si, ça peut. Sarah, ce serait facile. Facile, Sarah. Film de guerre. Film de guerre. Avec une nana qui snipe des méchants. C'est facile, ça. Je sais pas si c'est facile, Sarah. J'aurais plutôt dit, justement, le truc de Free Fight avec la nana. Pound for Pound, là, je sais pas. Voilà, ça, par exemple, ça me paraît plus simple parce qu'il y a un marché pour ça. Sarah, c'est quand même, c'est très peu verbeux, c'est assez cru. Enfin, c'est. À la limite, ça ferait plus proposition de réalisateur, en fait, Sarah, sans forcément faire adaptation, tu vois. Sinon, il y a le comics de western là, qui avait été fait par Trakhanov. Comment il s'appelle? Seven Bastards, je sais pas quoi. Seven Deadly Sins, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, ça se peut faire une adaptation très facilement sur Netflix. En plus, il y a déjà des westerns qui ressemblent à ça en plateforme. Donc oui, en tout cas, voilà, c'est cool que la maison d'édition revienne. Moi, Tse-Chun, oui. Enfin, elle a jamais disparu, quoi. On peut penser, oui, tout à fait, qu'elle revienne en mode, on va annoncer une nouvelle série. Que Tse-Chun, voilà, j'ai pas un grand respect pour le producteur, le scénariste, ou même l'auteur de comics d'ailleurs, parce que c'est pas non plus extraordinaire, Dr. Feng et tout. Mais la maison d'édition qu'il a montée, elle était plutôt bien partie à mon sens. Effectivement, je trouve ça intelligent de passer directement par la case trade, en fait, ou la case le fourreau avec les 6 single issues, parce que, à mon sens, le marché indé a plus les moyens d'endosser en fait ce format single. Il y a quand même pas mal de, il y a quand même beaucoup de contre-exemples maintenant qui attestent qu'il y a toujours un marché pour le single issues. Certes, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a pour moi, c'est plus logique maintenant que le marché indé n'est plus sur des propositions ongoing. Il se résume beaucoup à des mini en 4, des mini en 6, des mini en 10. Il y a encore beaucoup de contre-exemples, chérie. Mais non, mais je te dis que Something is Killing the Children, Department of Truth et tout ça, toutes ces séries-là, il y a quand même pas mal de séries. Ça, c'est quelques exemples, mais je veux dire, la profusion qu'il y avait chez Image où il y avait quasiment que de l'ongoing. Là, on a cité Something as Scrolled, Beyond Real sera une mini, The Man from Maybe sera une mini,
Faceless and Family sera une mini. Je peux t'en citer, tu vois, de tête, juste dans la semaine qu'on a faite en indé sur comicsblog.fr, c'est que de la mini. Il y a plus vraiment, il y a plus l'éveil qu'il y avait avant. Même Jeff Lemire, il fait majoritairement de la mini. Enfin, je veux dire, et à mon avis, donc, pour en revenir à ce que je disais, le fait qu'il y ait plus de mini-séries te pousse naturellement à préférer lire en album. Puisque, je sais pas, enfin, est-ce que vraiment t'as besoin d'avoir ton petit numéro de 25 pages tous les mois quand tu sais que tu vas finir par avoir l'album au bout de 6 mois, tu vois? Ça dépend de la proposition, mais j'ai envie de dire que oui. Enfin, c'est quand même, non, mais c'est quand même une façon, une habitude de lire qui s'apprécie également. Enfin, de la même façon que t'aimes bien regarder ta série semaine après semaine, ben, tu peux aussi lire ta BD mois après mois. Après, c'est il y sûr a que aussi une question de finance, du coup, qui rentre en jeu. bah oui, mais tu vas pas tout consommer de la même façon. Mais je veux dire que de toute façon, personne ne lit tout comme personne ne regarde tout. Donc, je veux dire, c'est pas parce que il y a des choix qui se font. Là, on parle juste de comment est-ce que tu veux lire ton truc. Mettons que l'argent ne soit pas un problème, puisque techniquement l'argent n'est pas un problème non plus quand tu as accès à Internet, quoi. Donc, c'est comment est-ce que tu veux lire le truc. C'est vrai. Oui, oui, on n'a pas le droit de le dire, ça. Mais oui, non, mais certainement. Mais après, ce que je veux dire, c'est que en tout cas, ce pourquoi ils ont opté justement le format trade, à mon avis, c'était une façon intelligente de contourner ce problème-là, et même de faire du roman graphique, parce que Sarah, c'est du roman graphique, Sentient, c'est du roman graphique. C'était l'occasion de voir Jeff Lemire aussi se faire un peu la main sur le roman graphique. Et à mon avis, c'est comme justement Aoi qui prend la logique inverse, de se dire, bah, le single issues, il faut essayer de le pousser. D'ailleurs, Aoi qui fait que des mini-séries, Arnaud Kikou. Il faut essayer de pousser justement ce format single issues avec du contenu bonus, une histoire courte à la fin, une nouvelle en lettré, etc. Bah, tu vois, c'était quasiment apparu coup sur coup les deux maisons d'édition. Oui, c'était la même C'était époque. deux façons différentes justement de contourner le fait que bah, Marvel et DC font beaucoup de singles, Marvel fait beaucoup de variantes. Le comic shop, bah, il a un espace qui est réduit. Si tu veux exister face aux propositions des majors, bah, il faut essayer de trouver des versions originales justement de publier. Et pour moi, le fait de... Je pense d'ailleurs ça pourrait être plus répandu. Malheureusement, l'économie du single est pas encore prête à mourir. Mais... Enfin, malheureusement, heureusement, évidemment, c'est une question de goût. Hein. Mais à mon avis, c'était en tout cas plutôt intelligent et il y a d'autres trucs à faire avec ça. Je verrais bien justement Garcenis faire de nouveaux romans graphiques parce qu'il est bon dans cet exercice-là. Sarah, justement, il n'y a pas les fautes de rythme que tu peux avoir sur un single classique. Et voilà, enfin, c'est plutôt... Pour moi, en tout cas, l'offre, le format a une valeur en tant que tel. Non, mais je sais plus lequel c'était des auteurs qu'on avait interviewés. C'était Sean Murphy, Mark Waid ou Ramvé qui nous disait pourquoi c'était important en fait d'avoir le single issues comme format au niveau des retailers, en fait, des revendeurs de comic shop, parce que c'est là-dessus qu'ils peuvent se faire vraiment leur trésorerie. C'était peut-être Murphy, ouais. Et il disait que par rapport aux commandes et tout ça, que tu peux pas te permettre de faire le même nombre de commandes avec des single issues à $3 ou 4 qu'avec des TPB à 18, $24, tu vois. Et c'est pour ça que le format va continuer certainement parce que c'est quand même d'un point de vue économique. Au niveau industriel, c'est tout à fait logique. Hein. Mais après, tu vois, c'est comme en France, c'est que si après en fait, si t'arrêtes le single issues, mais que du coup, en fait, les comic shops ne peuvent littéralement plus vivre. Bon, en fait, c'est tout un marché que tu casses. Ah oui, mais c'est pour ça aussi que DC et Marvel ont jamais renoncé au format, parce que c'est aussi une double vie pour une seule BD d'avoir une première consommation en prépublication quasiment, on va dire, et ensuite après d'avoir l'album derrière, parce que du coup tu vends 2 fois la même chose aux gros fans. Mais si on met ça de côté, je pense que pour moi il y a un intérêt à aller directement sur le roman graphique. On a vu beaucoup de séries indé qui se lancent, ou même des séries mainstream, hein, avec un plan de bataille sur très long terme, et puis finalement bah, ils s'aperçoivent que les ventes sont pas là. Ça a été une galère pour beaucoup d'éditeurs français qui voulaient ramener du image, justement, de s'apercevoir qu'en fait, bah, sur le long terme, la série était pas autant consommée. Et c'est pour ça que beaucoup avaient commencé justement à passer à des formats mini-séries, parce que c'était plus rassurant que d'avoir un numéro 18 d'une série. On pourrait avoir ce débat dans un podcast plus dédié, parce que là, on est en train de faire un gros hors-sujet. Ouais. Mais donc, bref, TKO revient. Enfin, TKO n'est pas parti, mais TKO rannonce de nouvelles séries. Et trop marrant, dans le communiqué où il dit on a des créateurs triple A, comme Roxane Gay ou Garcinis, comme si c'était des jeux vidéo dont tu parlais. T'es en mode, oui, bon, effectivement, c'est probablement Garcinis est un triple A à l'échelle des auteurs, mais c'est quand même bizarre de dire comme ça. Ouais, moi ça me fait marrer, je trouve ça. C'est pour que ça parle aux gens aussi, tu vois, quand. Ouais. Oui, juste le petit teasing de J.H. Williams 3 qui bosse avec Dematteis sur un titre The Witness. Donc, j'imagine que ça fait partie de son Dematteis-verse. Non, a priori non. Le ouais, Demultiverse qui a été annoncé, ouais. c'était 5 séries, je crois. Un western de super-héros, une comédie pour enfants, enfin un truc façon Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je n'ai pas tout en tête, mais donc ça c'est chez
Ah, mais tu me lances sur ce truc-là, j'ai complètement oublié où ça a été fait. Bref, pour une petite maison d'édition qui est vraiment très très petite, pour le coup, ça a été financé sur Kickstarter à hauteur de 50 000. À côté de ça, il fait toujours ses séries chez Marvel, ses séries nostalgiques, dont on vous parle régulièrement. Parce que là, en fait, ça devait être l'année de Kraven le Chasseur, le film, et il se trouve que c'est Dematteis qui a fait la dernière chasse de Kraven, donc il a pu signer 2 séries sur Kraven. Enfin, il a pu signer la série sur Ben Reilly, puis la série sur Kraven. Donc, Dematteis bouffe, voilà, première chose, il peut payer son loyer, c'est cool. Et comme il a cette assurance-là, il s'autorise aussi à créer des trucs un peu différents, un peu nouveaux. Alors, The Witness, il y a aucune garantie que ce soit un comics, très honnêtement. Oui, remarque, oui, t'as raison. Parce que Dematteis, il a aussi écrit des romans. Il a écrit illustration par J.H. Williams 3, ce qui peut vouloir dire que c'est les planches intérieures, ou bien que c'est effectivement des illustrations, comme un roman a des illustrations parfois. Très honnêtement, on n'en sait rien du tout. Il a juste mis ça sur les réseaux sociaux et il a dit voilà, je vous tease. Tu vois, littéralement, consider yourself teased. Donc on est teasé, c'est cool. On va avoir plus de J.H. Williams 3 qui fait une petite pause entre 2 volumes de Echolands. On imagine que ça doit être très chronophage de faire du Echolands. D'ailleurs, Echolands qui est publié au format mini-série, Mokiku. Mais donc voilà, c'est bien parce que c'est un grand scénariste, un peu poussiéreux certes, parce que voilà, les grandes années de Dematteis sont un peu loin maintenant. Aujourd'hui, il a plus le même star power, mais ça reste un super scénariste qui fait plein de très bonnes séries. C'est un peu comme Peter Milligan, tu vois, c'est un des mecs, on sait qu'il est plus autant en avant qu'autrefois, on sait qu'il aura jamais ce statut à la Garcenis justement, mais il est toujours compétent, toujours créatif, il a toujours de nouvelles idées. Donc The Witness, je sais pas, on peut imaginer un polar, on peut imaginer un truc fantastique, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est l'association de JM et de GH, ce qui fait du coup plein de blagues rigolotes sur les acrostiches, à faire à l'avenir. Voilà, Nokiku. Très bien. Honnêtement, on a vraiment pas eu l'annonce oui, officielle. Oui, c'est sûr. C'est juste du teasing, mais voilà, on reviendra dessus quand il y aura... pardon. Je bug. Oui, l'annonce, pardon, ouais. Juste l'annonce, tout simplement. Mais justement, une annonce pour conclure cette partie comics, ce qui fait vraiment ultra plaisir, c'est Christian Ward à l'écriture et illustration d'un titre Black Label Batman City of Madness. On avait conclu le bilan SDC en disant putain, ça manquait d'une annonce Black Label quand même pour DC. Ouais. Paf, elle est arrivée 2 jours après. Ah, ouais. Et en vrai, ouais, non mais parce qu'en fait c'est ça, c'est que il y a 1 an et quelques, il avait posté une illustration d'un truc qu'il aurait aimé faire en fait. Il disait putain, j'aimerais trop faire un truc Batman horreur cosmique à la Lovecraft, tout ça. Il avait posté un visuel et en fait visiblement quelqu'un chez DC a vu passer et il l'a contacté en lui disant oui, tu vas le faire. Il y a pas de souci. D'ailleurs, tiens, voilà Ramvé aussi pour Aquaman Andromeda si tu veux en passant et puis après tu vas faire ton truc en full en solo. Et ouais, ça a l'air ouf. Avec l'idée en fait qu'il y a une seconde Gotham qui existerait dans les bas-fonds de Gotham City. Et dont en fait en parallèle une Gotham maudite dont la porte dont l'accès entre les deux est férocement gardé. Et sauf qu'en fait t'as le Batman qui vient de cette Gotham corrompue. Ça fait un peu Dark Multivers, mais bon, ça sera mieux forcément. Ouais. Et le Batman arrive dans notre Gotham City avec l'idée de se forger son propre Robin de l'enfer. Et donc le Chevalier Noir qui va devoir l'arrêter. Donc de l'horreur cosmique dans Gotham City par Christian Ward, le maître de l'espace et des fonds marins et des créatures cheloues. Les planches sont déjà ouf. Arnaud a l'air content. Je tease rien qu'en en parlant, tu vois, forcément. C'est trop cool, c'est vraiment beaucoup trop cool comme c'est projet. C'est trop marrant quand même. Il y a vraiment un cas d'exception Batman. Parce que à chaque fois qu'il y a une annonce Batman de gros mecs, que ce soit Raphaël Grandpa, que ce soit lui, que ce soit Jock et tout, tu sais, on se dit jamais, oh non, encore Batman. À chaque fois, on se dit, ah, trop bien, Christian Ward, il arrive à faire du Batman. Alors qu'en vrai, on en a déjà eu 45 000. Il faudrait faire une liste de tous les grands Batman qui sont tombés sur 10 ans, là, parce que il y en a quand même pas mal. Mais oui, Christian Ward, voilà, donc c'est le génie à l'origine de Invisible Kingdom, édité en France chez iComics, qui a fait Aquaman Andromeda, édité en France chez Urban Comics. C'est sorti, d'ailleurs? Oui. Ouais, voilà. On va en parler bientôt dans le podcast. Donc ouais, franchement, un super artiste peintre numérique, extrêmement généreux, extrêmement créatif, qui crée des univers, mais vraiment visuellement à nul autre pareil. Et donc voilà, le retrouver à Gotham City, c'est déjà super. Les couvertures qui sont tombées sont déjà magnifiques. Le concept, effectivement, voilà, c'est Dark Multiverse, mais en même temps, le Dark Multiverse, parce que c'était pas bien parce que c'était écrit par un adolescent. Mais en vérité, l'idée est très bonne, justement, de confronter Batman à sa psyché plus négative. D'ailleurs, c'est un peu le propos de Gargoyle of Gotham aussi, tu vois. C'est si Batman n'était plus Bruce Wayne et tout. C'est encore un personnage qui est très riche, qui est thématiquement super intéressant.
Et bon, après, là, très honnêtement, tu vois, ça pourrait être écrit par Scott Snyder, ça pourrait être écrit par Rob Liefeld, je m'en fous complètement. Je veux juste de l'horreur cosmique par Christian Bard en graphique. Et donc, même si le scénario est raté, ce sera bien. Rien que pour ça. Ouais, c'est clair. Un peu comme la série de Jock, hein. Le scénario était pas incroyable, ouais. Mais c'est vrai que Jock qui fait du Gotham City, encore une fois, ça fait grave plaisir aux yeux. Et on a besoin aussi de ces petits caprices un peu artistiques. Je suis chaud, je suis ultra chaud. Je suis bouillant. Je suis bouillant d'ailleurs. Il faut bouillonne là. Voilà. Et donc on en termine la partie comics là-dessus. Non, je suis pas d'accord du tout. Pourquoi tu veux pas Spider-Gwen. Non, mais non, je l'ai enlevé parce que je me suis dit on a parlé que là on est en train de finir sur un bon mood et tout ça et qu'en vrai il y a rien à dire. T'as mis les 21 variantes de Moon Knight Non plus. C'est sûr. Non, mais il fatigue. Ouais. Ouf. Donc autant ne pas parler de mauvaises choses et concentrons-nous sur le positif. Du côté des écrans, une partie télé qui s'appellera on a regardé des trailers et on vous dit ce qu'on en a pensé. On va faire des trailer reaction sur YouTube. Amazing. Alors le premier c'est The Boys Gen V. Pareil, le panel a été annulé à la SDCC, mais ils se sont dit on va quand même présenter une nouvelle bande-annonce pour ce spin-off de The Boys, la série mère, adapté des comics du grand Garth Ennis, et qui nous emmène donc à la faculté, puisqu'il y a des étudiants qui sont à la fac des super-héros pour devenir les meilleurs super-héros possibles, sauf qu'il y a de la compétition, il y a visiblement des secrets bien gardés au fin fond de l'université, avec des gens un peu chelous, donc il y aura des meurtres, forcément il y aura du sang, ça va être violent, ça va être des galipettes, vulgos, et il y aura un petit peu de cul, notamment. C'est donc c'est annoncé pour le mois de septembre, il me semble, et ma foi ça a l'air plutôt cool, non? Juste réserve sur la nana, justement, celle qui semble être un peu le personnage principal, qui visiblement peut contrôler son sang. Le moment où elle s'ouvre les veines et elle fait sortir le sang, là c'est en CG, vraiment pas beau du tout. J'ai l'impression qu'on est dans les heures les plus sombres de Spartacus, première saison, quoi. Donc j'espère que j'ai un petit peu peur pour ça. C'est pas l'effet spécial le plus facile à rendre crédible en même temps. On est d'accord. Du liquide qui bouge dans l'air, en plus rouge, tu vois, ça peut être effectivement assez pas jojo. Mais de toute manière générale, moi je trouve que la série a pas l'air particulièrement jolie. Enfin, pour c'est l'espèce de photo, c'est un peu blanche et saturée. Mais c'est une série qui se passe à la fac, j'imagine un truc plus coloré, plus pop, plus jeune, tu vois, alors que là, ils cherchent, je pense, la cohérence graphique, c'est normal, évidemment, avec The Boys, parce que c'est le même univers, on voit même qu'il y a leur Alexandria Ocasio-Cortez, là, de la saison 2. Donc, oui, c'est très bien que ce soit cohérent, après, ça aurait pu être l'occasion d'un peu aller chercher un truc un peu plus coloré, quoi, simplement, parce que en plus, c'est un côté teen movie, souvent, c'est coloré, c'est joli, c'est bariolé et tout. Sinon, ça a l'air, en tout cas, d'être du The Boys. Ça a l'air violent, ça a l'air sanglant. Le poing qui passe par la bouche, là, t'as dû kiffer, toi. Oui. Ça a l'air effectivement sans concession et ça a l'air d'être une vraie série universitaire. Dans le sens où il n'y a pas de caméo d'autres personnages, de super-héros, etc. Un petit peu quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le contexte de la série, il n'y a pas en fait ce côté enquête où on va tordre ce code-là, etc. Ça va être des jeunes qui vont en cours, qui vont en soirée. Il y aura effectivement des mystères secrets, mais ça va plutôt être un truc assez entier, je pense, en tant que fiction pour ados, enfin pour jeunes gens, plutôt que effectivement juste un décalque des codes de The Boys à la fac, quoi. Ce qui moi me plaît parce qu'effectivement cet univers-là il est riche. Garth Ennis a voulu le voir que par le prisme de Butcher et du Homelander, mais il y a plein de trucs à dire dans le monde de The Boys, puisque finalement c'est ramener les super-héros à des trucs super humains et dans tous leurs défauts. Donc tu pourrais même imaginer une série de bureaux The Boys. Enfin, ne le faites pas, hein, s'il vous plaît. Ce serait powerless, ce serait pas incroyable, mais tu pourrais imaginer The Office version The Boys où ce serait juste plus cradingue que The Office. Il y a plein de trucs super intéressants à faire avec ça, donc très cool. Et encore une fois, comme on l'avait déjà dit la dernière fois au podcast SDCC, ça fait aussi de la violence dans le monde des super-héros, ce qui est pas si commun en fait. Que t'as Invincible, The Boys et c'est tout en fait. Invincible, The Boys, point. Et tout le reste n'est pas en rated R, tout le reste n'est pas aussi gratos, aussi jouissif dans ce qui nous plaît à nous, fans de direct to DVD. Le côté, on aime bien quand c'est un peu gras, on aime bien quand ça bastonne, on aime bien quand les têtes explosent et compagnie. Et qu'il y ait cette proposition de genre qui continue à exister et qui fasse des petits spin-offs, c'est chouette. Ouais, clairement. Juste petite méfiance sur le côté politique aussi, parce que la série peut ne pas être très claire parfois ou pas très maligne parfois par rapport à ça. Oui, après on ne demande pas forcément à des séries de faire des études analytiques de courant de pensée politique. Mais là tu sens que tu vas avoir le personnage du jock de l'école qui va être un peu le Trumpiste de base, des conneries comme ça. Enfin, c'est pareil, c'est très commun aux séries pour ados d'avoir
cette lecture un peu sociale, donc à voir. Autre trailer qu'on a eu, plus surprenant, c'est le film animé Scooby-Doo and Crypto 2. Oui, parce que en fait, l'histoire, c'est que au printemps dernier, il avait été annoncé comme annulé dans les vagues de David Zaslav est arrivé et a dit on va tout niquer. Ouais, il avait dit, voilà, il avait dit en fait, on fait passer tout un tas de projets en fait en perte dans les pertes et profits, et le fait est que ça leur permettait d'avoir une déduction fiscale. Donc c'est ce qui arrivait notamment au film Bad Girl. Sauf que quand tu fais ça, en fait, techniquement, le film ou la série en question, t'as plus du tout le droit de l'utiliser, de l'exploiter de quelque façon que ce soit. Et en fait, il y avait une série animée sur Scooby-Doo qui était en préparation, qui avait été annulée. Et dans le rapport en fait qui était sorti à l'époque, il était supposé que ce film d'animation là aussi avait été annulé. Et d'autant plus que quelques jours après, ou je crois même le jour même, en fait, il avait complètement fuité en intégralité en fait sur l'Internet Archive. Donnant du poids à l'hypothèse il a été bazardé, quelqu'un s'est de frustrer l'a posté sur internet pour que quand même ce soit pas perdu pour rien. Sauf qu'en fait, a priori, d'après le scénariste, en fait, ça n'a jamais été le cas. Je sais pas si c'était exprimé dessus à l'époque ou s'ils avaient pas le droit par rapport à NDA, parce que parfois t'as des trucs qui pop sur internet mais t'es quand même tenu par ton NDA et tu dois te taire, en fait, tu dois rien dire. L'exemple le plus frappant, enfin à titre personnel, c'est quand le compte de Prime avait annoncé Invincible saison 2, alors qu'en fait c'était juste que la date c'était pour l'épisode spécial Atom Eve. Je n'avais pas le droit de dire non, en fait, c'est pas la saison 2 du tout, c'est un épisode spécial, parce qu'en fait, sous NDA, t'as juste pas le droit de dire ça, tu vois. Et donc, peut-être que lui, il était aussi sous le cahier, donc il avait pas le droit de dire non, mais en fait, il est pas du tout annulé, il va sortir. Mais tu peux pas le dire, en fait. Tu peux pas dire, il va sortir ça total. Enfin, bref, après, tout ça pour dire. Soit il y avait tellement d'annulations à l'époque qu'on a juste assumé que c'était le cas. Hein. Ouais, possible. C'est tombé en même temps que les annulations de la CW, vu qu'elle avait été revendue. Donc, à l'époque, on était en mode genre, ok, il y a plus rien chez Warner, ouais. chez DC. En tout cas, du coup, ça sort. Donc, c'est vraiment dans le style, pur style Scooby-Doo, qui s'appelle Scooby-Doo and Crypto 2. C'est le gang de Scooby qui se retrouve à Metropolis, en fait, parce que la Justice League n'est plus là, et ils essayent en compagnie de Crypto de retrouver Superman et tout ça, tout en évitant les attaques de plein de super vilains qui sont dans le coin. Ma foi, ça a l'air plutôt fun. Après, faut apprécier Scooby-Doo qui parle et tout ça. Il parle toujours, Scooby-Doo. Ouais, non, mais je veux dire qu'il faut apprécier ça, quoi. Enfin, je sais que moi j'ai toujours un peu du mal avec. Powerful Van Locomotive. Oui, c'est ça. mais en vrai, ça a l'air, franchement, en DTV tranquillou, ça a l'air plutôt fun. C'est un truc chocolat chaud, croissant, un petit dimanche matin. Tu te mets ça avec ta zouze et t'es bien, tu vois. Film parfait. Moi, j'aime bien Scooby-Doo, j'avoue. Mais c'est un peu comme He-Man, tu vois. C'est un truc que j'associe vraiment à des. He-Man. He-Man, ouais, Musclor. À des consommations très particulières de télévision. Et pas d'autre chose, pour ceux qui avaient peur de la fin de cette phrase. C'est un truc qui est associé à l'enfance, à Boomerang, Cartoon Network et tout. Voilà, c'est la même formule depuis 60 balais. Ça n'a pas évolué d'un iota. Hein. Scooby-Doo, ils ont les mêmes fringues. À chaque fois qu'on a voulu les faire évoluer, on les a ramenés après à leur format classique. Il y a quand même Velma, non, qui est sortie là sur Max. Ouais, de Mindy Kaling, ouais. Où là, elle est pakistanaise, je crois. Enfin, en fait, elle a l'identité de Mindy Kaling. Mais surtout que c'est orienté adulte et trash, quoi. Oui, mais c'est un peu l'un des rares exemples. Tu vois, c'est comme le film de James Gunn, je crois que c'était, qui avait écrit ce film, ou Joss Whedon, je sais plus, où ils avaient pareil voulu moderniser un peu le truc pour en faire une comédie pour ados, en fait. C'était bien écrite, hein, moi j'avais bien kiffé à l'époque, mais le cartoon Scooby-Doo, par contre, il a jamais vraiment changé. C'est toujours, on arrive dans un lieu, il y a un monstre qui fait agrogroom, à la fin il lui retire son masque et c'est toujours le vilain riche du coin ou le gardien de parking ou ce que tu veux, etc. Ça a même donné un super épisode de South Park avec le groupe Korn qui en fait était les héros de Scooby-Doo et qui avait un oiseau. C'est un incroyable épisode avec les pirates fantômes. C'est de là que ça vient, les pirates fantômes. Si ça vous intéresse, tapez Korn South Park sur Google. Donc ouais, c'est chouette. Si on aime bien cette proposition, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je suis content de voir Crypto. Crypto, il est bien, c'est un super chien. Yes. Et donc, tu es passé officiellement du côté de la team chien, et c'est ça. Mais j'ai jamais été hostile aux chiens. C'est toi qui. Mais il faut choisir. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Non, je dirais que les chiens, c'est le résultat de la cruauté humaine, puisque c'est que des croisements de. Au départ, c'est un magnifique loup racé et classe, et c'est devenu un chihuahua ridicule et qui fait comme ça. Donc, alors que le chat n'a pas évolué, tu vois, parce que le chat est parfait. Le chat, c'était pas un beau tigre noble et tout ça pour devenir une petite merde qui veut ses croquettes. Non, le chat, ça a toujours été un chat. Ouais, c'est ça. Ouais. Le chat n'a pas bougé au niveau de son génome depuis. Bien sûr, oui, parle-moi de génome, toi. Très bien. Et un trailer pour conclure. Non, je tiens à dire. Arnaud, il y a un chat là qui se promène dans le salon. Ouais. Tout à l'heure, il l'a soulevé, il lui a fait un gros câlin, il a fait, il est bien lui. Voilà.
Je tiens à dire que Arnaud qui me dit je suis team chien, etc. Peut-être que c'était a passé plus de temps sur Terre entouré de chats aujourd'hui. Peut-être que c'est mon variant. Ouais. Justement, puisqu'on parle de Loki saison 2 qui a aussi montré un trailer et qui peut-être enfin après des mois et des mois de disette va nous réintéresser sur une production Marvel. Ça a l'air cool. Ça a l'air super cool, franchement. On l'avait déjà dit, la série Loki en fait c'est certainement la meilleure série Marvel Studios avec leur recul. WandaVision avait fait un exercice de style qui était intéressant mais qui s'était effondré sur la fin, alors que Loki du début à la fin était une bonne série en fait, qui prend un Doctor Who, qui prend un Fringe, qui prend X-Files, qui prend l'esthétique Brésil, les 60, les 50 même d'ailleurs, avec plein de bonnes idées. Là, effectivement, ils ont pas sacrifié ce truc-là, c'est-à-dire que Loki est encore membre de la TVA, entre guillemets, ou ce qu'il en reste. Il est encore avec Owen Wilson, le flic sympathique et moustachu, qui ressemble à Mark Groenwald parce que c'est un agent de la TVA, ils ont tous la moustache. En tout cas, dans les comics. Donc ouais, franchement, ça a l'air généreux. Pas mal d'époques qui sont étudiées, explorées. On voit Ke Huy Quan de Everything Everywhere All At Once qui, comme prévu, est donc dans la série, joue une sorte d'archiviste du coin. La musique est bien, directement le coup de Térémine, tu vois, qui te rappelle justement ce côté volontairement rétro. Miss Minutes qui a l'air de se plus s'impliquer en mode kaiju et tout. Enfin, il y a plein de trucs super cool. Limite, la série fait un peu frimeur parce que vraiment, t'as plein de plans enchaînés de regarde, t'as vu, ça va être super varié, super généreux et tout. Et évidemment, la présence de Jonathan Majors en Kang le Conquérant, qui reprend exactement la scène qu'on avait vue à la fin dans la deuxième post-générique ou la deuxième post-générique de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Bon, ça, à la limite, de toute façon, la série, elle est tournée, c'est comme ça. On va pas non plus demander à Marvel de recaster pendant la série. Mais, vu les contextes de grève, de toute façon, ce sera impossible de retoucher quoi que ce soit. Voilà. Et puis, non, moi, pour le coup, je suis juste content parce que, effectivement, ça fait longtemps qu'un trailer Marvel Studios m'avait pas dit en mode, ça a l'air bien. Tu vois, pas juste, ça a l'air comme d'hab ou j'accepte la formule et compagnie. Non, ça a l'air bien. Et voilà, même quand il dit, voilà, always have been, always will be, et qu'il passe devant son nom, tu vois, tu dis, c'est sympa. Lady Loki qui revient aussi. Franchement, Sophie. Ouais, cool. Enfin, c'est Sylvie, du coup, c'est pas Sylvie, Lady, c'est Sylvie. Sophia Di Martino, quelques nouvelles têtes aussi, mais justement, parce que Major sera, à mon avis, pas du tout forcément plus important, en fait, dans la série qu'il ne l'était dans la première saison. Pour mon avis, c'est toujours un point de chute, enfin, un objectif à aller atteindre, mais qui sera très peu présent parce qu'il y a un autre acteur qui s'appelle, je sais plus comment, ça de façon de son, ça me fait penser à Chabal, mais c'est pas ça son nom de famille. Donc c'est un autre truc. Mais Gabriel Attal, il joue dans la série. Non, putain, j'imagine comment il viendrait gâcher le truc. On parlait de série de puceau tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je te le retrouver. Ouais, très bien. Mais attention, c'est un peu logique, effectivement. Raphaël Casal. Casal, tout à fait. Rien à voir avec Chabal. Les sons sont similaires. Quand justement Kang est censé être le boss de fin de cette phase, qu'il soit joué par Majors ou non d'ailleurs, si tu fais 2 productions coup sur coup ou 2 héros qui n'ont pas non plus des capacités exceptionnelles le battent, ça commence à se voir que c'est un vilain un peu pété. Donc oui, non, ce sera peut-être un élément de liant pour la suite. Quoi ajouter d'autre? Les décors ont l'air bien. La bande son, moi, la première saison, j'avais vraiment kiffé. Le générique était génial, première saison. Espérons qu'il le garde. Qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre, Arnaud? Ça a l'air bien. On est content de dire du bien de Marvel pour une fois. Ouais, clairement. Et la partie cinéma, 2 petites actualités dans une partie assez calme pour le moment. TMNT Mutant Mayhem qui a droit à une suite et en plus une série animée en spin-off. Ouais. Ça montre que Paramount Pictures a confiance définitivement dans cette relance des Tortues en animation. Ils le peuvent, puisque le film est bon. L'embargo critique a été levé pour les États-Unis comme pour le reste du monde. Donc vous avez notre critique sur comicsblog.fr qui dit que le film il est cool. Majoritairement les Américains ont beaucoup apprécié, sachant qu'en plus eux, ils sont cléments aussi, donc c'est normal de les voir apprécier le truc. Enfin, c'était pas forcément gagné. Donc bien entendu une suite en rayon et un spin-off. Tout à fait. Donc oui, effectivement, Paramount Pictures qui renouvelle donc ce contrat avec Point Grey, la boîte de prod de Seth Rogen et Van Goldberg, donc avec Nickelodeon évidemment, pour donc une suite qui a donc été confirmée et surtout une série qui fera le pont entre le 1 et le 2. Série qui, selon toute vraisemblance, en tout cas ça a été annoncé comme ça, sera faite en 2 dimensions. Alors que le film du coup est plutôt sur un modèle 3D avec des aplats 2D. Là, on peut espérer, on peut croire que ce sera donc vraiment de la vraie 2D, de la belle 2D. Ce qui est cool parce qu'effectivement, au sein d'un univers, ça veut dire qu'on peut varier l'esthétique. Moi, déjà, ça me fait plaisir de base. Ce sera les mêmes comédiens qui prêtent leur voix aux tortues qui reviennent. Il faudra voir si Jackie Chan va revenir.
Je pense qu'il est plus cher à déplacer que les 4 jeunes qui font les tortues. Faut voir d'ailleurs si les autres personnages de mutants qui sont assez nombreux dans le film reviendront. On sait que Rogan probablement et John Cena qui fait donc Bebop, enfin John Cena et Rogan qui font Bebop et Rocksteady. Eux, je pense pas compliqué de les revoir parce que John Cena est toujours ravi de venir faire le con et Rogan, c'est quand même sa production, donc voilà. Donc ça promet une belle nouvelle ère des Tortues Ninja, ce qui est plutôt cool au demeurant parce qu'effectivement, si pour les Tortues tout part des comics, c'est la série animée qui a fait découvrir le mythe à beaucoup de gens, au point d'ailleurs que certains sont restés accrochés à ce bon souvenir, au point de contester tout ce qui a été fait ensuite. Il y a eu la série animée des années 2000 qui était très bien aussi. La série fin 2000 avait en 3D qui était très bien. En fait, il y a quasiment que des bonnes adaptations des Tortues. Si Roméo entend ça, il va me tuer évidemment, mais moi j'avoue j'aime bien les films originaux, à part le 3e. Les séries animées pour moi fonctionnent toutes. Même les films produits par Michael Bay, avec le recul en fait, bon, le 2e est vraiment pas bien, mais le premier, tu vois, graphiquement il est sympathique, la scène de l'ascenseur, le Shredder était designé de manière intéressante, le côté un peu over the top, d'avoir des couteaux partout et tout. Donc au final, ouais, les Tortues, ça continue d'être bien, en fait, simplement dans le présent. Ça nous rappelle quand même qu'il faut aussi mettre en avant le fait que c'est une lecture pour adolescents, par des adolescents, entre guillemets. Ce n'est pas du tout l'équivalent des comics IDW qui sont édités chez iComics en France, mais ça ne gêne pas, ces deux univers ne se gênent pas. L'idée, c'est de ramener les ados vers les Tortues Ninja, parce que ça fait un petit moment quand même que c'est plutôt un bac de trentenaires. C'est pour ça que les comics sont là, d'ailleurs. Donc, si on peut recréer une Tortue Mania avec des jouets, avec des jeux vidéo, avec tout ce qui va bien, et que ça n'empêche pas que tous les publics soient contents, très bien, super, avec plaisir. Moi, j'ai hâte de voir le film. Je continue à lire les BD avec plaisir. En plus, maintenant, il y a une lecture qui est encore plus trentenaire, qui est l'Astronaut qui se développe. Les jouets le jeu vidéo qui est sorti, qui pareil fait malheureusement très trentenaire, parce que c'est vraiment pour les gens comme moi qui ont grandi avec les bandes d'arcade, avec les jeux Mega Drive, etc., de Beat'em All, etc. Enfin, les Streets of Rage, les Final Fight, tous ces machins-là, qui aussi est sorti. Donc, on a quand même beaucoup de trucs bien. T'as démarré d'ailleurs J'ai commencé, ouais. J'adore. Après, moi, je suis déjà un gros fan de Streets of Rage 4 d'Otemu, donc je ne m'attendais pas à détester. Mais donc oui, voilà, il y a vraiment pour tous les publics de la bonne tortue en ce moment. Et c'est quand même vraiment une licence qui est plutôt bien traitée. Donc avec plaisir, quoi. On y va, hein, Arnaud? Et on y va. Et pour conclure, eh bien, on a du gros décalage de sortie pour des films de Sony Pictures, à savoir Kraven et Venom 3. Kraven qui arrive... Spider-Verse et Kraven, et ils ont annoncé la date de Venom 3. Tout à fait, merci, pardon pour le correctif. Et par contre, il y a juste Madame Web aux États-Unis qui a été avancée de 2 jours, parce qu'ils étaient censés sortir le vendredi 16, et maintenant ça sort le mercredi 14 février 2024. Sortie internationale du coup, parce que c'est notre date de sortie dans tous les cas. Mais donc les grèves ont un impact pour les films à venir, et oui, on s'attendait, donc on l'avait déjà dit dans des podcasts, que il fallait s'attendre à ce que le Beyond the Spider-Verse soit décalé. Mais là, je veux dire que l'argument de la grève est presque factice, puisqu'en réalité c'est qu'il y avait juste rien qui était fait encore. C'est ça, voilà. Parce que j'ai vu des gens qui rouspétaient en mode la grève. Bon, déjà, les animateurs qui travaillent sur Spider-Verse, il faut le rappeler, sont les salariés essentiels. Faire du doublage, ça prend beaucoup moins de temps que d'animer un film comme Spider-Verse. Donc, la grève des comédiens, elle a bon dos. C'est juste que Phil Lord, comme on l'a dit précédemment, travaille sur un processus itératif qui lui demande de faire des scènes finalisées pour pouvoir se rendre compte du rendu avant de décider ou non de si la scène en question a une place dans le montage. Et ce processus-là, il est très chronophage, il est très épais. Et déjà à l'époque de l'article de Vulture qui parlait de ce problème-là sur Across, les animateurs qui témoignaient disaient il y a 0 chance que le film tienne son délai. Voilà, c'est pas pour rien que le Spider-Punk, il met des années à se faire, lui juste tout seul en tant qu'élément de placement animé, parce que simplement c'est un film qui est trop ambitieux. Les films trop ambitieux, c'est comme les jeux vidéo trop ambitieux. On a mis des années avant d'avoir certains jeux comme Cyberpunk par exemple, qui, rappelez-vous, comme il a mis quasiment 10 ans à sortir. Mais qui maintenant est jouable. Il était sorti beaucoup trop tôt à force de correctifs et tout ça. Je crois que maintenant c'est quand même quelque chose qui est plutôt appréciable. Dans ce cas-là, prenons GTA 5, tu vois, le 4 sort en 2008, le 5 sort en 2013, ça met 5 ans à sortir, c'est pas pour rien parce que c'est très ambitieux. Et le 6 c'est toujours pas prêt de sortir. Hein. Après moi j'ai toujours pas fini le 5, donc ça me va. J'ai pas fini en niveau scénario. Ouais. C'est vrai? Ouais, je sais. Moi, je crois que je fais que le scénario, j'ai fait aucune quête annexe ni rien. Il faut. C'est bien écrit, c'est bien. Merci les frères Hauser qui sont plus là d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est juste ça. Il y a rien à voir avec la grève, et il y a rien à voir d'ailleurs avec le fait que
Il y a un mouvement syndical qui commence à s'amorcer chez les animateurs, chez Warner, chez Sony et un peu partout parce que eux aussi sont très mal représentés et il est temps que ça change. Là, ils voient que les scénaristes et les acteurs commencent à réussir à négocier des trucs avec les studios, donc ils veulent aussi s'y mettre, c'est bien normal. Concernant Kraven the Hunter, bon, là encore, on peut se demander si la grève aurait vraiment eu un impact. À mon avis, on est chez Sony, tu vois. Enfin, je rappelle-toi Morbius, ils l'ont repoussé quand même 4 fois. Après, il y avait des facteurs de crise, de Covid, il y avait des de facteurs tout ça. De crise, mais ça veut quand même dire que Sony, eux, s'il faut décaler un film, ça les dérange pas du tout. C'est un studio qui est multispécialiste. Ils ne font pas que Spider-Man. Compte tenu des entrées qu'avait fait Morbius, donc pas grand-chose. Et dans leur espèce de feinte bizarre de ressortir le film en mode genre, il a fait des mèmes, donc les gens vont retourner le voir au cinéma, c'est sûr. Non. Que là, à mon avis, comme Kraven devait sortir bientôt, ils ont vu les forecasts, enfin, ils ont vu les prévisions, pardon, et elles devaient être basses. À mon avis, c'est aussi bête que ça, quoi. Ils ont dû se dire, bah, là, bon, on a une bonne raison de le décaler avec la grève, et en plus, comme on a des prévisions qui sont basses, si on n'a pas Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe pour venir faire les cons en interview, et essayer de bouger un peu le standom, parce que ça se joue à ça, il n'y a pas de fandom de Kraven, mais il y a des gens qui stan Taylor-Johnson parce qu'il est beau, parce qu'il est classe, parce que c'est le meilleur mec de la Terre, et à mon avis, ils voulaient jouer toute la promo sur lui. S'ils l'ont pas, effectivement, c'est mieux de décaler. Mais de décaler autant, ça a un sens quand même. Parce qu'ils ont pas décalé de 3 mois. Hein. Ils se sont pas dit, on va réussir à négocier avec les comédiens et les scénaristes avant la rentrée. Ils se sont dit, on va le décaler en août 2024 quand même. Donc encore une fois, c'est l'équivalent du décalage de Morbius, où la vérité, c'est juste que ils savent très bien que le film va pas marcher. Hein. Alors, je pense qu'ils sont lucides là-dessus. Ils le décalent très loin pour pouvoir mettre Venom 3 avant, parce que Venom 3 donc sortira en juillet, et Madame Web en février, pour à mon avis créer une dynamique, d'essayer enfin de connecter les trucs entre eux, parce que Madame Web a priori aura plus d'éléments de connexion au sein de ce qu'ils appellent eux leur univers. C'est pas un univers, il y a une scène post-générique, c'est pas un univers. Mais au sein de ce truc-là, ils essaient de se dire, bah, on va recréer ce truc-là avec Madame Web. De puis toute on façon, sort factice, Venom 3. quoi, Et ouais, évidemment, factice. enfin, ils connaissent rien à la création d'univers, ces mecs-là. Mais on va créer Venom 3. Et vu que Venom 1 et 2, bah, c'est des films qui ont marché. Venom 1, il a marché. Venom 2, même sans la Chine, il a quand même réussi à faire 500 millions. C'était plus que les Marvel de l'année où il est sorti. Ouais. Donc peut-être qu'avec l'effet élévateur, l'effet tremplin, ils se disent que Kraven, qui sortirait dans la foulée en queue de comète 4 semaines plus tard, et en plus, en le déplaçant au mois d'août, ils ont le temps de faire des reshoots et de mettre un Tom Hardy qui passerait dans le coin, qui fera un coucou à la caméra. Parce que je sais pas s'il a encore des cartes à tirer au niveau des performances qu'il doit honorer pour son contrat. Mais à mon avis, voilà. Ou alors, tu ramènes Michael Keaton. Enfin, grosso modo, tu fais une scène post-gen qui fait multivers, qui fait univers à partager. Et voilà, du coup, ils espèrent récupérer 100 millions de plus. À mon avis, là, voilà, la grève, elle a bon dos. C'est juste que ils font des films de merde et ils savent pas comment les vendre. Donc, ils se donnent le temps, là, ils leur poussent, ils ont dit, ah, ça a pas pris. Le trailer, tout le monde s'en est battu les couilles, tout le monde a rigolé. Merde, ça va refaire comme Morbius, ils vont faire des mèmes et ils vont pas aller voir le film. Bon, bah, allez, on décale. Comment on peut faire? Venom 3, Venom 2, ça a bien marché. On va faire un film encore plus débile, avec encore plus de trucs débiles. Et du coup, bah, les gens, ils vont se rappeler pourquoi ils nous aiment bien. Et après, ils iront voir Kraven en mode genre, c'est débile, ah, c'est la comédie de l'été. Et à mon avis, voilà, enfin, c'est vraiment aussi vicelard que ça. Ça fait quand même du coup 4 films Sony en 2024, hein, si Spider-Verse sort à la fin de l'année. Oui, sorti. Pour moi, c'est beaucoup. Parce que Sony, pour l'instant, il y a que Morbius qui s'est planté parce qu'ils ont fait que Venom et Morbius. À mon avis, ils vont vite déchanter l'année prochaine. Je pense que Madame Web ne marchera pas. Voilà, c'est ma prévision. Je pense que Venom 3, ça va être le début du dégoût pour pas mal de gens, parce que même s'il est plus débile, à un moment donné, c'est quand t'as qu'une seule vanne pour faire rire, bah, les gens finissent par avoir compris le truc. Et Kraven, à mon sens, ça va pas faire beaucoup de fric non plus. Et j'aimerais bien, en fait, que ce soit la mort de l'univers Sony. Pour de vrai, en grand. Donc, c'est la fin de ce podcast là-dessus. Hein, on va se quitter. Ça fait quand même une bonne heure et quelques qu'on est ensemble. Donc, on espère que ça vous plaît toujours, ces revues d'actualité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant sur notre site. N'oubliez pas qu'il y a un espace commentaire qui est ouvert à tout le monde, sans inscription obligatoire et tout ça, pour pouvoir apporter un peu plus de discussion en attendant qu'on se prenne enfin le temps d'ouvrir un Discord, puisque c'est un truc dont on nous parle depuis bientôt 3 ans et qu'on n'a toujours pas pris le temps de faire. Mais croyez bien qu'on a des oreilles et qu'on entend les demandes qui reviennent régulièrement, et que sinon, vous pouvez tout simplement partager les podcasts sur les
réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à toutes les personnes avec qui vous discutez un petit peu de bande dessinée. Si vous passez chez votre libraire et qui connaît pas, peut-être que ça peut l'intéresser de mettre en avant certaines BD qu'on met en avant aussi. Voilà, nous on est ouvert à ce genre de partenariat aussi, enfin de façon de travailler à mettre en avant la culture comics en France, et ou à nous soutenir également sur notre page Tipeee. C'est le début du mois, donc voilà, tout est à refaire à chaque fois. Merci aux 133 personnes qui nous soutiennent régulièrement, qui font un type régulier et qui nous permettent donc de vraiment poursuivre ces travaux et ces podcasts de façon aussi régulière. Et merci aussi à celles qui viennent rajouter des soutiens de façon ponctuelle. Vous pouvez également le faire. Merci notamment à Yann Brugman qui a lâché un énorme type juste avant la fin du mois de juillet. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Merci à toutes et tous de votre soutien et de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut!